tous. Bienvenue à Convergence pour cette édition 2022. Je m'appelle Clément Fournier, je suis rédacteur en chef d'un média qui s'appelle YouMatter, qui est un média spécialisé sur les enjeux de la transition écologique et sociale et qui est aussi un organisme de formation sur ces sujets. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer en tant que partenaire de Convergence cette conférence sur le financement de la transition écologique et les manières dont on peut adapter les moyens de financement à l'urgence que représente cette transition. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur le plateau 3 intervenants que je vais laisser se présenter, peut-être en commençant par vous, Grégoire, si vous voulez prendre le micro. Bon, bonjour à tous, Grégoire Chauvière-Le Drian, je travaille à la Banque européenne d'investissement. Alors la Banque européenne d'investissement, c'est quoi ? C'est la banque de l'Union européenne, c'est une banque publique très grande, c'est la plus grande banque publique au monde d'ailleurs, mais on l'ignore souvent. Mais c'est une des belles réalisations de la construction européenne et elle finance depuis 1957, sa création par le traité de Rome, elle finance des priorités de politique publique européenne. Et depuis 3 ans, depuis même un petit peu plus, mais en tout cas depuis 3 ans, elle a une ambition assez forte, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, c'est de s'affirmer et de devenir la Banque européenne du climat, et donc de favoriser cette transition écologique qui est appelée de nos voeux, et qui est rendue totalement impérieuse depuis le 24 février, et la situation que l'on connaît. J'en dis pas plus aujourd'hui, sinon je peux ne pas m'arrêter, et je vais laisser la parole à Claire. Claire Tutenuy, si vous voulez continuer. Voilà, donc Claire Tutenuy, je suis déléguée générale de l'association Entreprises pour l'environnement, EPE, qui rassemble plus de 60 grandes entreprises françaises et internationales de tous les secteurs qui travaillent ensemble à mieux intégrer l'environnement, à faire en fait de l'environnement leur stratégie et de la transition écologique leur raison d'être. Et nous avons publié en 2019 une étude qui s'appelait Zen 2050, zéro émission nette en 2050. Et depuis, les entreprises ont toutes pris des engagements, SBTI, en engagement réduction des émissions, et non seulement dans leurs activités, mais dans les activités de leurs clients et de leurs fournisseurs. Et donc, on publie des recueils, des bonnes pratiques, des méthodes, et on a été dans les groupes de travail. Et effectivement, les questions de financement, les grandes banques sont aussi membres, et la Caisse des dépôts sont aussi membres d'EPE. Et évidemment, les questions de financement font partie de nos réflexions de façon très, très essentielle. Christian, pour terminer. Donc Christian Nicole, moi je travaille dans une banque et à mes heures perdues, je m'investis chez l'Institut Rousseau pour faire des études sur la transition justement et son lien entre transition et économie et finance. Et notamment cette année, nous avons publié une étude où nous avons essayé de chiffrer combien cela allait coûter pour la France de transiter jusqu'à la neutralité carbone, que ce soit les investissements privés ou publics. Et du coup, ça je pense qu'on va en reparler aussi un petit peu. Oui, tout à fait. Merci à tous pour ces petites présentations. Comme ça, on situe un peu mieux qui est là et d'où vous venez et d'où vous portez votre parole. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de se demander comment on peut faire pour financer tous les défis de la transition écologique. Ça ne vous aura pas échappé qu'ils sont nombreux, entre la mobilité durable, la transition énergétique, toutes les politiques de sobriété qu'on doit mettre en place dans l'industrie, la transition agricole. C'est beaucoup d'argent qu'il va falloir mobiliser en quelques années pour faire cette transition. Ça fait un petit moment qu'on en parle de cette transition écologique. Pour rappel, le GIEC créé en 1988, donc ça remonte un petit peu. Ça fait assez longtemps que des organismes comme le GIEC disent qu'il va falloir investir. Et on a pu malheureusement constater que les investissements jusqu'à aujourd'hui ont été quand même un petit peu lents sur tous ces secteurs. On parle de plusieurs milliers de milliards de dollars à investir à l'échelle mondiale dans toutes ces transitions. Et donc voilà, il va falloir qu'on trouve cet argent quelque part. Alors qu'en même temps c'est la fin de l'abondance, donc on va voir si ça se vérifie aussi dans le financement. Donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est sur 1h30 discuter de tout ça. D'abord, pendant 1 heure, on va essayer de débattre, de faire parler nos speakers qui sont venus pour ça. Et on vous réservera évidemment un temps en fin de conférence pour que vous puissiez leur poser directement vos questions. Donc n'hésitez pas à les noter si vous en avez qui vous viennent pendant la conférence. On essaiera de les prendre à la fin et de se garder vraiment un temps pour ça. Et on vous remercie si vous pouvez d'ailleurs vraiment réfléchir à ces questions durant le débat pour qu'on ait un échange pertinent à la fin. Voilà. Donc on va essayer de se questionner là-dessus. Et la première chose en fait que j'aimerais vous demander à tous, c'est on parle de besoin de financement, on dit qu'il va falloir investir des millions, des milliards, mais en fait, en tant que citoyens, voire en tant que professionnels, on n'a pas forcément une vision très précise de quels sont vraiment les besoins en financement, où est-ce qu'il va falloir investir, où est-ce qu'il faut investir en priorité, qu'est-ce qui est le plus efficace, est-ce que c'est plus efficace d'investir dans des parcs éoliens ou dans de la rénovation thermique, est-ce que c'est plus efficace d'investir dans la transition agricole, combien il faut pour investir dans les différents secteurs. Donc j'aimerais qu'on revienne un petit peu là-dessus et que vous nous donniez
donniez votre ressenti en tant que professionnel, en tant qu'expert du sujet, sur les besoins en financement pour la transition écologique. Donc peut-être que je vais donner d'abord la parole à Christian, parce que je sais que l'Institut Rousseau a publié donc un rapport qui s'appelle 2% pour 2 degrés, qui couvre un petit peu cette question du point de vue climat. Comme ça, vous pourrez peut-être nous donner un petit peu les tendances que vous avez identifiées. Tout à fait, je te remercie. Du coup, ce qu'on a calculé pendant un an, c'est combien ça allait coûter pour la France d'aller jusqu'à la neutralité carbone. Donc on n'a pas forcément fait de priorité, parce que de toute façon on a dit, on s'est engagé à atteindre cet objectif, à respecter l'accord de Paris. Donc il faut forcément faire au moins tous ces investissements-là. Si on peut en faire plus, c'est mieux. Mais nous, on a calculé un minimum. Donc de quoi on parle? Les secteurs émetteurs, ça va être le transport, l'industrie, l'agriculture, le bâtiment, l'énergie et les déchets. Ce à quoi, nous, on a chiffré aussi 2 autres petits secteurs. Un qui va servir énormément, en fait, qui va être les puits de carbone. Donc, en gros, c'est les forêts et les choses comme ça, qui vont permettre de continuer à absorber le surplus d'émissions qu'on va continuer à émettre en 2050. Et on a fait un 8e secteur. Nous, c'est un secteur transverse. Parce qu'en fait, pour coordonner toute la transition et pour faciliter énormément d'actions, que ce soit au niveau économique ou financier, ça a besoin aussi de beaucoup de liquidités. Du coup, de combien on parle? On a trouvé, donc, après ces études, et en ayant calculé à peu près, il y a 33 leviers de décarbonation. Typiquement, ça va être quoi? Ça va être passer toutes les voitures en voitures propres, tous les camions en camions propres, faire toute la transition du secteur aérien, etc. La même chose pour le bâtiment, avoir toutes les rénovations, que ce soit dans le secteur résidentiel, que ce soit dans le reste du secteur industriel, etc., et dans le public, etc., etc. Et ça pour tous les secteurs. Ce qui donne en fait un besoin de financement annuel de 182 milliards. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que sur ces 182 milliards, plus des 2 tiers du financement, on les dépense déjà. Typiquement, actuellement, on dépense déjà plusieurs milliards par an pour acheter des voitures. Donc ces investissements, on les fait déjà. La même chose pour les bâtiments. Il y a déjà des rénovations, des travaux, etc. Donc ce qu'il faut, c'est les passer en mode décarboné, en mode propre. Et ça va coûter combien? Donc c'est vraiment ça qui est important, le surinvestissement. Ça va être 57 milliards par an. Et ça, jusqu'en 2050. À commencer au plus vite, parce qu'à chaque fois qu'on prend du retard, en fait, du coup, il y a plus à investir en moins d'années. Et sur ces 57 milliards, ce qu'on a trouvé, c'est que l'État devrait financer à peu près 36 milliards. Ok, ça donne un bon ordre de grandeur déjà. Le PIB français, c'est quoi, 2500 milliards à peu près, c'est ça? Autour de 2500 milliards. Ouais. Et c'est pour ça qu'en gros, il faut investir un peu plus de 2%, 2,3% pour être précis, du PIB chaque année. Voilà. Ça marche. Claire, je voyais que vous vouliez réagir sur ces ordres de grandeur-là. C'est des choses sur lesquelles vous rejoignez Christian? Oui, on rejoint à peu près les ordres de grandeur. Enfin, ce qui est important, c'est ce surinvestissement. Donc, on peut donner des chiffres énormes, mais c'est finalement pas si énorme que ça. Et il y a en revanche une particularité française sur laquelle je pense dont il faut être conscient, c'est que dans les 5 leviers, secteurs de décarbonation, on a parlé énergie, industrie, bâtiment, transport et agriculture. La plupart des pays, et en particulier en Europe, n'ont pas les mêmes priorités et préoccupations que la France. La France, elle a déjà décarboné son énergie. On peut mettre des éoliennes, mais ça va venir en plus du nucléaire ou remplacer du nucléaire. Donc on a déjà une électricité très décarbonée. On a, deuxièmement, beaucoup délocalisé la grande industrie. Donc les émissions industrielles sont en fait assez modestes. Elles font 70 millions de tonnes par rapport aux presque 500 millions de tonnes. Donc ce n'est pas énorme comme réservoir d'économie d'émissions. Et donc ce qui reste, c'est les secteurs diffus, que sont le transport, les bâtiments, tertiaire et logement, mais le logement est évidemment l'essentiel, et puis l'agriculture et l'alimentation. Et ces 3 secteurs-là, la France est un peu la seule à avoir ça comme priorité. Le réservoir d'économie d'émissions, c'est ces 3 secteurs-là. L'énergie et l'industrie sont en revanche, par exemple en Allemagne, le gros sujet c'est la production d'électricité. Dans d'autres pays, ça va être l'industrie. Mais en France, c'est vraiment les secteurs du diffus, ce qui fait qu'on est beaucoup plus amené à s'intéresser à comment les ménages vont faire cette transition. Est-ce qu'ils peuvent en être moteurs? Et comment ils vont financer? Puisqu'effectivement, pour eux aussi, c'est des changements. Je veux dire, un véhicule électrique, pendant encore un certain nombre d'années, ça va coûter plus cher qu'un véhicule thermique. Donc, comment on fait pour que les ménages arrivent à financer cette transition et à y participer activement? Merci. Pour terminer, Grégoire, si vous avez des idées, des insights à nous donner sur ces ordres de grandeur, sur les besoins en financement? Il y a peut-être l'Europe, peut-être deux convictions qu'on peut partager et que nous, on ressent au niveau de la Banque européenne d'investissement. C'est qu'il y a des besoins qui sont très importants
Et Christian l'a souligné, plus on tarde, plus ces besoins seront encore plus importants. Donc il y a une prime, je dirais, à accélérer, à aller vite et à mettre sur la table un certain nombre de financements. Il y a une deuxième conviction qui est importante, c'est que l'argent public, les financements publics ne seront pas suffisants. Les besoins sont tels que cette transition, cette transformation, ça doit être une convergence, le mot est facile, entre les financements publics, certes, mais aussi les financements privés. Et privés, ce sont les entreprises, c'est aussi les particuliers pour favoriser cette transformation. Donc, au niveau de l'Europe, puisqu'on voit cette transformation à l'échelle européenne, pas simplement française, c'est vrai que la France a une singularité en termes de mix énergétique par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Au niveau de l'Europe, effectivement, on a eu à cœur de se donner les moyens de favoriser ou d'inciter le secteur privé à accompagner cette transformation. Et malheureusement, le contexte géopolitique donne raison à cette ambition qu'on a essayé de porter depuis la COP21 à Paris, mais ambition renouvelée en 2019 au moment des élections européennes. Et c'est ce qui a incité donc, la Banque européenne à se transformer en Banque européenne du climat. En lien avec les différents États membres et en particulier de s'engager sur la prochaine décennie à doubler ces financements en faveur de la transition écologique. Et ainsi, on va passer, alors les chiffres donnent un peu le tournis, on aura l'occasion pendant nos échanges de donner quelques exemples un petit peu plus précis, mais là où on était sur une moyenne de 15 milliards, à peu près 15-16 milliards d'euros d'investissement par an pour des projets dits à impact positif sur le climat, on s'est engagé à transformer, donc à doubler cette ambition à plus de 30 milliards d'euros d'investissement par an. Et comme la BEI ne finance jamais seule, justement parce qu'elle a cet effet catalytique, c'est-à-dire qu'elle attire avec elle d'autres investisseurs, en particulier privés, on a un rapport en général de 1 à 3, c'est-à-dire que pour 1 euro d'argent public versé par la Banque européenne d'investissement, nous mobilisons 2 autres euros, ce qui fait que 30 milliards d'euros investis par an, c'est à peu près 100 milliards d'euros mobilisés en faveur de projets ayant un impact positif sur le climat. Sur une décennie, vous faites une règle de 3 assez facile, on obtient ce chiffre un peu magique de 1000 milliards d'euros d'investissement. Ça semble être faramineux, mais c'est une baseline, en tout cas en termes de besoins, et c'est un ordre de grandeur, en tout cas, sur les besoins qui ont été identifiés pour la prochaine décennie, pour atteindre cet objectif, en tout cas, qui a été présenté par la Commission, ce qu'on appelle le Fit for 55, c'est-à-dire la réduction de 50% de nos émissions à horizon 2030. Je vous voyais prêt à reprendre le micro pour réagir. Oui, pour donner en fait un ordre, peut-être un autre élément, pour arriver à comprendre à quel point c'est bien et c'est important de transiter. Pourquoi ? Parce que du coup, on va parler certainement de dizaines ou centaines de milliers de milliards qu'il va falloir financer via les banques et autres, mais il ne faut pas oublier que la transition vers la neutralité carbone a des avantages intrinsèques. Typiquement, pour ceux, je pense que vous en avez entendu parler justement ces dernières semaines ou ces derniers mois, la balance commerciale de la plupart des pays européens est extrêmement déficitaire à cause de ça. Donc ça veut dire que l'Europe s'endette chaque année de plusieurs centaines de milliards d'euros pour arriver à payer le pétrole, le gaz et le charbon qu'elle importe. Donc typiquement, si demain la France elle est neutre en carbone, sa balance commerciale s'améliore de 60 milliards chaque année. Et ça, c'était les chiffres en début d'année. Cette année, on estime plutôt autour de 80, je crois 90 milliards le déficit commercial. Chaque année, on s'appauvrit de ça. Ça, c'est pour la France et pour l'Europe. Mais il y a aussi d'autres avantages. La plupart des études qui ont été faites sur le sujet disent qu'il va y avoir entre 300 000 et 900 000 créations d'emplois avec la transition. Ce chiffre, ça va faire forcément baisser le chômage, ce qui permet en fait à l'État d'économiser plusieurs milliards. Quand on connaît aussi les économies de coûts engendrées par la santé, donc s'il y en a qui ont aussi regardé un petit peu ces rapports-là, il y en a pour, alors là ça peut varier du simple au triple, mais on peut aussi estimer à 2 ou 3 milliards. Donc en fait, la transition, en étant relativement prudent, on peut prendre 8 à 10 milliards d'économies chaque année pour l'État. Donc le simple fait d'aller vers la transition, ça va faire de l'argent. Et ça, pour les particuliers, on a aussi estimé, encore une fois c'était en début d'année, donc bien avant la hausse des coûts, que ce serait autour de 150 € par mois de gagner pour les ménages qui rénovent leur logement et qui passent en voiture propre. Donc ça, c'est gigantesque et ça peut permettre de voir aussi qu'il n'y a pas que le fait qu'il va falloir tout financer, ça rapporte de l'argent. Et donc, pour souligner un peu ce qu'il disait, plus vite on le fait, plus il y a des avantages à faire.
Et concrètement, là, je vous entends parler beaucoup de milliards, de dizaines, de centaines de milliards. Concrètement, avec tous ces montants, qu'est-ce qu'on finance? Parce qu'on parle là d'argent, c'est un peu vague, c'est des chiffres qu'on n'a pas forcément, d'image très concrète de ce que ça représente. Mais qu'est-ce qu'on finance concrètement pour faire la transition avec cet argent-là? Est-ce que c'est vraiment que tous les Français achètent une voiture électrique? Et est-ce que ça, c'est vraiment durable? Est-ce que c'est de construire des centaines de milliers d'éoliennes et dans quelles conditions et où et est-ce que c'est vraiment durable? Voilà, quel projet de société on finance avec ça, et concrètement quelles sont les pistes d'action très concrètes? Je sais que du côté de EPE et du CESE notamment, on parlait beaucoup de rénovation énergétique par exemple. Ça consisterait en quoi de financer la rénovation énergétique des logements en France? Comment ça se passerait? Oui, c'est un chantier qui est très difficile et dont on parle beaucoup parce que c'est un des 3 principaux chantiers. Et effectivement, il est essentiellement diffus puisque le parc d'habitat est essentiellement détenu par des ménages ou des investisseurs institutionnels. Et le business case, il y a des avantages, mais les avantages ne sont pas équitablement répartis. Et surtout, les propriétaires ne sont pas des gens qui décident uniquement sur des critères économiques. Ils décident, il y a d'ailleurs d'autres avantages à la rénovation en termes de confort, le confort de bruit, la santé, enfin donc il y a beaucoup d'autres avantages, mais tout ça ne s'intègre pas bien dans un business case. Et donc on a un énorme problème, enfin on a plusieurs problèmes sur ce chantier. Un premier qui est la compétence professionnelle. On a eu le RGE, mais aujourd'hui, l'un des défis, c'est de former des gens à faire des artisans ou des PME ou des moyennes ou des grandes entreprises, à faire de la rénovation performante globale. Parce que quand on fait juste un changement de fenêtre et qu'on ne fait pas la toiture ou pas les murs, on ne fait pas d'économie. Donc, il n'y a pas de business case. On commence à avoir une rentabilité quand on fait vraiment une rénovation complète. Donc, comment est-ce il faut avoir des professionnels? Et puis, le deuxième, c'est comment on fait en sorte que ça soit financièrement décidé. Qui va décider alors que le business case, bon, en ce moment, le prix est tellement élevé, les prix de l'énergie sont tellement élevés qu'il y en a un petit peu plus, mais c'est des projets de long terme. L'année prochaine, est-ce que ça vaudra la peine encore? Donc, on voit bien qu'il y a un problème de décision par les propriétaires de se lancer dans des chantiers qui sont lourds. Et donc, effectivement, on a eu beaucoup de réflexions, et c'est une des préconisations, des recommandations de l'étude ZEN 2050 de 2019. C'est un chantier, c'est un sujet sur lequel on travaille, qui est de dire, finalement, cette question de financement, il y a la seule solution. La seule solution, c'est de créer une obligation pour les propriétaires, parce que s'ils sont obligés, ils vont le payer. Parce qu'il faut évidemment qu'il y ait une pénalité si on ne le fait pas. Mais je veux dire que quand on est obligé de faire quelque chose, on le paye. Donc évidemment, on se dit, ah oui, encore de l'écologie punitive, etc. Encore les propriétaires modestes ne vont pas pouvoir, etc. Et je voulais profiter de cette convergence qui est dédiée justement aux questions de justice sociale pour vous aider à changer de point de vue sur un régime d'obligation. En prenant un exemple dans l'histoire lointaine, qui est l'exemple du travail des enfants. Le travail des enfants, quand on regarde l'histoire, on a interdit... Alors, les enfants, la moitié des enfants mouraient avant l'âge de 10 ans. Donc, il y avait la mortalité juste immédiatement après la naissance, puis après, ils mouraient dans les usines. Et en 1840, Victor Hugo, à l'Assemblée nationale, a obtenu l'interdiction du travail des enfants de moins de 8 ans. Gros progrès. Et puis après, il a fallu encore 40 ans pour obtenir l'école obligatoire et gratuite et l'interdiction du travail des 8-12 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça apparaissait, alors qu'on avait l'impression que c'était un énorme progrès social, enfin on pouvait se dire, oui, c'est vraiment mieux pour l'éducation, il y avait beaucoup d'avantages, mais ça appauvrissait les gens. C'est-à-dire que la moitié modeste de la population était appauvrie par le manque des salaires de ces jeunes qui devaient, du coup, les parents devaient les nourrir, les parents devaient leur acheter des chaussures. Et donc, on imposait, en faisant l'école obligatoire, on imposait une dépense et un manque à gagner significatif à la moitié modeste de la population dont les enfants travaillaient. Et donc, il a fallu ce retournement de perspective, et merci, bravo Jules Ferry, d'avoir dit, attendez, le bénéfice collectif vaut l'effort individuel de tous ceux qui peuvent le payer, et ceux qui ne peuvent pas le payer, on va les aider. Ça s'appelle le système des bourses, et les bourses ont fonctionné extrêmement longtemps, ça fonctionne encore d'ailleurs, de façon à ce que l'aide soit concentrée. Alors, tout le monde en a bénéficié, puisque l'école était gratuite pour tout le monde, mais en revanche, le système de bourse a aidé les plus précaires, avec un examen individuel des dossiers, à avoir ce qu'il leur fallait pour que leurs enfants puissent faire leur scolarité. Et donc, je trouve que cet exemple est extrêmement éclairant sur le fait qu'un bénéfice collectif peut, s'il est bien compris, mais c'est une question de pédagogie collective,
faire accepter à des gens modestes un effort, ou à des gens, et surtout, un effort, en aidant les plus modestes, faire accepter à une population entière un effort financier significatif. Et je pense que c'est applicable à la rénovation de l'habitat, ça se transpose. Aujourd'hui, les aides à la rénovation de l'habitat, c'est très très insuffisant en montant. Il y en a une partie, à peu près la moitié, 2 milliards de MaPrimeRénov', et puis 2 milliards de certificats d'économie d'énergie qui ne sont pas sous condition de ressources. Donc la moitié va déjà à tout le monde, et évidemment, elle va plutôt aux populations un peu aisées qui, elles, font les travaux. Le MaPrimeRénov' aide un certain nombre de choses, mais on a de l'aide par geste. Et comme je le disais tout à l'heure, l'aide par geste ne produit pas d'économie. Donc effectivement, c'est une raison pour laquelle ce chantier ne produit pas les réductions d'émissions qu'on voudrait. Juste pour donner un chiffre là-dessus, le oui. Shift Project disait il n'y a pas très longtemps que 75% des logements rénovés entre 2012 et 2016 avec les dispositifs MaPrimeRénov' n'avaient pas vu leur performance énergétique augmenter. C'est-à-dire que les travaux sont concrètement mal faits en fait. C'est pas qu'ils sont mal faits, c'est qu'ils sont incomplets. C'est ce que je disais. Si vous faites la toiture, c'est très bien, mais vous avez vos murs ou vos fenêtres, ou la chaudière est surdimensionnée, ou alors vous le remplacez par une petite chaudière, mais je peux vous dire que si vous n'avez pas fait vous remplacez pas votre grosse chaudière par une petite chaudière si vous n'avez pas fait l'ensemble de l'isolation en même temps. Et donc, j'ai été dans le groupe d'experts de la Convention citoyenne pour le climat qui a discuté beaucoup de ça et qui d'ailleurs a fait cette proposition de rendre la rénovation obligatoire. Et c'était une convention citoyenne avec des gens de toutes les classes sociales, enfin statistiquement représentatives, et qui justement s'est rendu compte, la première demande qu'ils avaient, c'était « nous, on veut faire tout en une fois ». Parce que sans ça, les maçons nous disent le contraire des chauffagistes et des couvreurs. Donc on veut de la rénovation globale, ne serait-ce que parce que sans ça, c'est pas faisable. On est perdu, c'est une galère. Enfin, donc ils voulaient vraiment des chantiers, on le fait une fois et après on est bon. Et ça tombe bien parce qu'on a 25 ans pour faire tout le parc. Donc si on le fait à force de petits gestes, ça fait un très 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 grand nombre de chantiers. Si on le fait à force de rénovation globale, ça fait que 25 millions de chantiers, 20 millions de chantiers. Donc on a tout intérêt. Donc cette rénovation globale, si on la rend obligatoire à certains moments, il ne faut pas la rendre obligatoire pour tout le monde l'année prochaine, évidemment, mais si on la fait de façon assez rationnelle, elle est rationnelle économiquement et elle produit des vrais effets en termes de performance énergétique. Et on a suffisamment maintenant d'expérience, bien qu'il n'y en ait pas eu beaucoup, pour être capable d'assurer les économies. C'est-à-dire qu'on les prédit avec une bonne fiabilité. L'audit énergétique est capable de dire si vous faites ce pack de travaux, vous aurez ce niveau de consommation énergétique. Donc c'est peut-être pas au deuxième, troisième chiffre significatif près, mais on a quand même maintenant une fiabilité assurable, ce qui est extrêmement important, parce que les propriétaires qui vont investir veulent quand même une bonne confiance que ça va donner les résultats, et aujourd'hui on sait le faire. Donc le dispositif, les éléments de mettre une obligation semblent à peu près réunis. Alors bien sûr, il faut l'aide pour les ménages modestes, mais globalement, la catégorie des propriétaires est quand même... il y a des propriétaires modestes, et beaucoup, mais les propriétaires ne sont pas la part la plus modeste de la population. Et donc, on a des propriétaires bailleurs. Il faut choisir les bons moments pour leur faire. Évidemment, il ne faut pas demander aux dames de 80 ans de rénover leur maison. Mais en revanche, on peut demander, au moment où elles quitteront leur maison ou leur appartement, que leurs héritiers le fassent avant de remettre sur le marché ou si l'un d'eux reprend. Donc, au moment des transmissions. Donc, on voit bien qu'il y a de toute façon, quand on a une transmission après une succession, il y a des travaux. Donc, autant faire cela en même temps. Donc on voit qu'on peut trouver des modalités qui permettent de mobiliser l'épargne Covid. Il y a 350 milliards d'épargne Covid. Comment on fait pour que cette épargne vienne abonder les travaux de cet énorme chantier de la décarbonation? C'est un des moyens. Ça peut être cette obligation de rénovation. Vous vouliez réagir, Grégoire ? Peut-être, oui, dans la prolongation de ce qui a pu être dit sur la rénovation thermique des bâtiments, peut-être faire part d'une expérience ou en tout cas d'un outil pilote que la Banque européenne d'investissement a accompagné. Et puis on reviendra un petit peu après sur l'ensemble des secteurs sur lesquels on investit. Mais c'est en plus un exemple assez poignant de ce qu'on peut faire, de ce que l'Europe a pu faire en soutien d'initiatives locales, d'ailleurs régionales, puisque c'est porté par la région. C'est ce qu'on appelle les sociétés de tiers financement.
financement. Il y a quelques régions qui ont été pilotes. Alors, au départ, c'était la Picardie, maintenant c'est les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine également. L'idée, c'est laquelle? L'idée part du constat que pour un bailleur privé, un jeune ménage qui s'installe, vous vous endettez en général au maximum de ce que vous pouvez pour obtenir la maison que vous voulez, jusqu'au mètre carré supplémentaire que vous pouvez par rapport à votre capacité d'endettement. Mais quand vous revenez voir votre banquier 6 mois ou 1 an plus tard pour rénover énergétiquement votre maison, l'obtention d'un nouveau crédit est extrêmement compliquée. Et pourtant, il y a un certain nombre d'aides, en particulier pour les ménages les plus modestes, qui sont disponibles, mais avec une lisibilité, même si MaPrimeRénov' a essayé de rendre les choses un petit peu plus faciles, qui n'est pas toujours évidente. L'idée des sociétés de tiers financement, c'est de mettre dans un même dispositif, dans un même guichet, un conseil déjà sur les choix techniques et technologiques qui peuvent être faits, sur la rénovation, le changement des fenêtres, l'isolation, une information sur les aides dont les ménages peuvent bénéficier et une solution de financement. Et cette solution de financement, elle a cette particularité qui est intéressante, c'est qu'elle intègre dans votre capacité d'endettement, donc le montant que vous pouvez emprunter, l'économie future sur votre facture énergétique. Et cette économie, d'ailleurs, actuellement, elle va être un peu plus importante avec l'augmentation des coûts énergétiques. Et donc, quelque part, votre solvabilité bancaire se retrouve supérieure grâce à l'intégration de cette économie sur la facture énergétique. Et l'objectif de sociétés de tiers financement, c'est de vous proposer un crédit à la hauteur de votre économie d'énergie et que ce qu'on appelle le reste à charge, c'est-à-dire ce qui va rester entre l'économie sur la facture énergétique et le prêt que vous allez rembourser, soit le plus faible possible et si possible proche de zéro. Et donc, il y a un certain nombre de pilotes qui ont été mis en place comme ça en France. Et on avait eu l'occasion, dans un déplacement avec Amélie de Montchalin, qui était à l'époque secrétaire d'État aux Affaires européennes, de se déplacer dans la région de Déchy, dans le nord de la France. C'est la région d'un bassin minier avec des ménages extrêmement modestes, dans ce qu'on appelle les corons, ces anciennes maisons du bassin minier, qui en plus sont protégées. Donc, on ne peut pas faire une isolation extérieure. Donc, il faut faire une isolation intérieure qui coûte un petit peu plus cher. Et clairement, on a pu visiter un certain nombre de ménages qui se chauffaient au charbon. C'est le pire de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que non seulement ils avaient 13 ou 14 degrés chez eux, mais en plus quand ils se chauffaient, donc il y a vraiment une misère énergétique. Et on a pu voir également des maisons qui avaient été rénovées grâce au travail de la société tiers financement de la région de France, qui s'appelle Maisons et Cités. Et on pouvait observer très clairement que les maisons étaient dans un état largement meilleur, donc à la fois une valeur marchande du bien rénové qui est améliorée, et avec un reste à charge, la personne nous l'avait dit, qui était quasiment nul entre l'économie énergétique qui était très importante et le coût de ce crédit. Et ce qui était touchant, c'est le témoignage d'une personne qu'on avait rencontrée d'un certain âge qui nous disait mais finalement c'est la première fois que l'Europe vient à moi. Et ça montrait à quel point l'Europe, qui est vue de façon très lointaine, peut apporter des solutions locales et en particulier des solutions pour soutenir cette transformation énergétique qui est souhaitée de nos voeux, en particulier auprès des ménages les plus modestes dans la rénovation de l'habitat. Merci beaucoup. Alors, je vous écoute depuis tout à l'heure et quand j'entends votre discours, j'ai l'impression que finalement la transition écologique, il suffirait de mettre un peu d'argent sur la table pour qu'elle soit réglée en quelques années. Pratiquement, c'est quand on entend qu'il faudrait mettre 36 milliards, c'est quoi? C'est 2%, un peu moins de 2% du PIB. En fait, ça fait l'ISF, c'était 5 milliards, on s'en est débarrassé. Donc, on a l'impression qu'il aurait suffi de mettre un petit peu d'argent sur la table pour y arriver. Et en même temps, ça fait quand même pas mal d'années qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses, qu'il ne faut pas dépasser 3% de déficit avec les règles européennes. J'ai l'impression qu'en fait le citoyen il peut que se retrouver perdu devant ce discours qui dit à la fois il faut investir mais en même temps on n'a pas d'argent pour investir, en même temps on veut pas augmenter les impôts, on veut pas baisser les dépenses, on veut pas augmenter les dépenses, on a l'impression qu'il y a un vrai manque en fait de volonté politique derrière. Est-ce que c'est ça qui bloque aujourd'hui? Et la deuxième remarque que j'avais, c'est que vous avez dit tout à l'heure qu'il avait fallu je crois 40 ans pour interdire le travail des enfants de plus de 8 ans, enfin entre 8 et 12 ans, après avoir interdit celui des enfants de 8 ans, et en même temps vous dites qu'on n'a que 25 ans pour faire cette transition. Comment on fait pour faire ça aussi vite dans une société qui refuse par exemple de conduire à 10 km/h de moins sur les routes nationales? Enfin, est-ce qu'au-delà du manque de volonté politique, il n'y a pas aussi une difficulté de pédagogie pour faire accepter ces changements-là? Et voilà, comment on fait pour arriver à ça en fait?
Il y a évidemment un besoin d'un récit collectif, ce que vous essayez, j'essaie de contribuer à ce récit collectif qui sort de Convergence, mais qui est extrêmement important. La pédagogie de ce qui est de mesures, et notamment de mesures qui peuvent apparaître comme contraignantes, comme une obligation, est extrêmement importante. Mais sans quelque chose de ce genre, on n'y arrive pas. Parce que, qui est en copropriété, qui est copropriétaire dans l'Assemblée? Vous êtes trop jeune pour ça, pour la plupart, mais il y en a quelques-uns. Je ne sais pas qui a essayé de faire des économies d'énergie dans sa copropriété, mais c'est juste impossible. Il suffit d'un copropriétaire opposé pour que ça ne se fasse pas. Donc déjà, tout le parc copropriété, qu'elle soit louée ou qu'elle soit habitée par les propriétaires, ne se fera qu'avec un régime d'obligation. Et au moins, c'est une pédagogie qui est claire. Dans les maisons individuelles, ça se fera si on trouve des moyens de financement. Mais à quel moment? Les vieilles dames qui habitent leur maison ne peuvent... Enfin, je parle des vieilles dames parce que souvent elles habitent toutes seules, mais les vieux couples ou les vieux messieurs qui habitent tout seuls ne vont pas le faire. Donc, à quel moment on rend ça obligatoire? Comment? Une obligation au moment des successions, ça a le mérite d'être clair. Ce qui est sûr, c'est que le business case ne suffit pas. C'est des problèmes de prise de décision qui vont être extrêmement importants. Et pour faciliter la prise de décision, il faut l'expliquer, mais dire, écoutez, le gouvernement, le secteur financier, etc., sont d'accord pour que les décisions soient prises à certains moments où c'est le moins cher. Typiquement, les successions, c'est là que c'est le moins cher de faire des travaux, puisque de toute façon, on refait toute l'électricité, la plomberie, la peinture, les murs, etc. Donc là, c'est moins cher parce qu'on n'a pas de travaux connexes. En copropriété, ça va être autre chose. Ça va être des moyens de financement. Ça va être, ah bah oui, il y a des copropriétaires précaires, et ben on va leur mettre en place des moyens de financement pour qu'ils ne payent que les intérêts. Il y a le dispositif Sichel, par exemple, qui a été fait. On ne paye que les intérêts, donc ça se compense avec les économies d'énergie. Et puis, le capital est remboursé in fine. Donc, quand on vend, voilà, c'est comme si on n'a pas payé ses charges de copropriété. Le prix du capital est repris sur la valeur du logement, mais la valeur du logement isolé, elle s'est aussi bien améliorée par rapport à s'il n'y avait pas eu les travaux. Donc, en fait, on a financé quelque chose, on a investi au sens propre, et globalement, on s'y retrouve parce que la valeur du logement ne sera pas la même. Et d'ailleurs, s'il y a une obligation, la valeur des biens, elle se met soudain tout à fait à refléter leur réalité énergétique. Parce qu'une maison non isolée, elle va avoir le prix qu'elle aurait si elle était isolée, moins le coût des travaux, et il sera assez connu. Au bout d'un moment, il y a une bonne expérience. Donc c'est une des façons de rendre très concrète la perte de valeur du bien immobilier s'il n'est pas isolé, ou le gain s'il l'est. Donc on arrive à mettre en place des mécanismes économiques qui s'appliquent au cas individuel, et j'aime beaucoup votre exemple, mais il a le problème d'être extrêmement compliqué. On ne peut pas imaginer aucune copropriété que vous habitez, dont vous êtes locataire ou copropriétaire, qui aille à l'Europe. Donc ça ne peut pas être du cas personnalisé comme ça, et les sociétés de tiers financement font un travail remarquable dans des cas difficiles, mais il faut que les banques prêtent aux copropriétés et que les banques prêtent aux ménages, aux conditions immobilières. Vous achetez une maison, dedans, dans le prix de la maison, il y aura le prix des travaux. Et à ce moment-là, on est dans le crédit immobilier, ça rentre dedans, et on n'a pas il ne faut pas que ça soit compliqué, il ne faut pas que ça soit à chaque fois un truc spécial. Il faut que ça devienne une espèce de norme sociale. Oui, on isole. On achète une maison, on va l'isoler. Et l'isoler, enfin faire le traitement énergétique. Et donc à ce moment-là, on est dans des procédures que les gens comprennent, qui peuvent accepter, et où effectivement, bien évidemment, les plus modestes doivent être aidés à le faire de façon à ne pas avoir de reste à charge, ou avoir un reste à charge qui ne doit pas être supérieur aux économies qu'ils vont vraiment réaliser, donc de façon à avoir quelque chose qui tient compte de leur situation particulière, et ce qu'a fait l'ANA. L'ANA le fait de façon très très performante maintenant. Grégoire, je vous voyais réagir sur la question des maisons en copropriété de l'Europe. Il y a eu un dispositif en Ile-de-France, une société de tiers financement dédiée justement aux copropriétés. Certes, ça n'a pas été simple. Elle en a fait 50. Elle en a fait très peu. Ça a été effectivement très compliqué parce qu'il y a une question de prise de décision, et vous le soulignez tout à l'heure. Christian, peut-être sur cette question de la volonté politique, on a l'impression que 2% pour 2 degrés, c'est pas si énorme, qu'on aurait pu le faire depuis 20 ans. Comment ça se fait qu'on n'y est pas encore ? Alors j'ai une question, puisque a priori c'est plutôt un public jeune. Il y en a combien d'entre vous qui ont parlé avec leurs parents, et encore plus avec leurs grands-parents de la transition, et qu'il fallait le faire ? Il y en a beaucoup qui ont essayé ? Il y en a combien qui ont eu des résultats positifs, comme quoi, ah oui, en effet, vous avez raison, on va essayer de vous laisser une planète vivable d'ici moins de 30 ans ? Moi, ça fait 7 ans que je suis rédacteur en chef d'un média sur l'écologie. Mes parents, ils achètent toujours des bouteilles d'eau, donc... On est d'accord. On est d'accord. C'est le gros problème, surtout que vous l'avez vu aux dernières élections.
Oui. Aux dernières élections, on a vu que les plus de 50 ans, c'était ceux qui votaient le plus, qui étaient le plus mobilisés. C'est eux qui décident de l'avenir. C'est un peu triste, c'est comme ça. Donc c'est aussi les personnes vers qui il faut le plus s'orienter. Mais aussi, il y a des personnes quand même qui entendent les choses, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en Europe, ça bouge un peu. Donc on a vu, il y a quand même des obligations qui arrivent à venir. Typiquement en 2035, on n'a plus le droit d'acheter de voitures thermiques en Europe. Et il va y avoir de plus en plus d'obligations comme ça. Typiquement, les bâtiments normalement notés F et G ou G et H devront bientôt obligatoirement être rénovés avant d'être vendus ou loués. Uniquement les louer, oui. Loués, pardon. Et donc vendus. Mais donc, il y a beaucoup de progrès à faire, mais il y a des choses qui commencent à arriver. Et c'est vers ça qu'il faut, on va dire, s'appuyer pour aller plus vite et plus loin. Et il y a typiquement le SHIFT, qui a fait un PTEF, plan de transition de l'économie française, qui est très ambitieux et qui permet de donner des indicateurs matériels de comment est-ce qu'on peut arriver à faire, etc. Par exemple, on s'est appuyé sur quelques données qu'ils ont fait, comme pour la SNBC ou l'ADEME, qui donnent de très bons renseignements. Il faut les suivre, mais pour ça, il va falloir aller voir les décideurs. Et typiquement, c'est quand même très compliqué, parce qu'ils ont eux-mêmes des croyances. Typiquement, les décideurs politiques, ils sont élus par rapport à un certain programme, parce qu'ils ont une force de conviction, parce que, etc. Typiquement, en France et majoritairement en Europe, ce sont plutôt les libéraux qui sont au pouvoir. Ils ont beaucoup le dogme du fait qu'il ne faut pas s'endetter. Problématique, c'est que en fait, tout ce qui est économique, tout ce qui est financier, en fait, ce sont quoi? Ce sont des croyances humaines. Ce sont des choses que l'on peut changer, que l'on peut bouger, ou en tout cas avec lesquelles on peut bouger. Parce que c'est vrai que de toute façon, si on décidait d'un coup qu'il n'y ait plus d'argent, ça mettrait le bazar. Très bien, on n'est pas obligé d'en arriver à cette extrémité-là. Mais par contre, on peut arriver à jouer avec les règles. Typiquement, il y a eu une proposition dont vous avez peut-être entendu parler il y a un peu plus de 2 ans, puisqu'elle a fait le tour de l'Europe, un petit peu après le Covid. C'était l'annulation des dettes des États, qui étaient détenues par la Banque Centrale Européenne. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui toucherait qui ferait du mal à personne. La Banque Centrale Européenne, elle peut créer de l'argent comme ça. On l'a vu notamment pendant le Covid. Il y a eu des centaines de milliards qui ont été déversés en Europe. Il y en a eu encore plus aux États-Unis et dans d'autres pays du monde, dans notre pays du monde, puisque le Japon, la Chine, etc. l'ont fait aussi. Ce sont des possibilités. Pourquoi on se les interdit? Juste pour des questions de croyance et parce qu'il y a des gens qui bloquent. Encore une fois, c'est à nous d'aller faire. Je sens que Grégoire n'est pas d'accord sur le sujet. Totalement opposé. Ah, du coup, on va pouvoir commencer. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je n'aurai pas. Non, mais autant qu'on ait ce débat, puisqu'on est là pour ça. Il faut bien qu'il vienne de quelque part cet argent. Donc s'il vient pas de la dette, d'où est-ce qu'il peut venir? C'est une des réactions, une des possibilités que la Banque européenne d'investissement propose, c'est justement de favoriser de la dette, mais qui est soutenable. Aller faire un cut-off, comme on dit, sur la dette de la BCE, c'est juste dangereux et économiquement irrationnel. Derrière, il y a des gens qui prêtent. Le jour où les institutions européennes disent finalement on ne va pas vous rembourser, la notation de l'ensemble des États membres va diminuer. Et le coût pour pouvoir se réendetter derrière, il y a d'autres pays qui ont essayé, l'Argentine par exemple, dans le temps, va être beaucoup plus élevé. Donc, l'Europe n'est pas l'Argentine non plus sur le système international. Oui, mais le jour où on dit on rembourse plus, courage pour se réendetter. Sachant qu'on a 120% de dette aujourd'hui à financer en France, qu'on est bien content qu'on ait eu une notation, que le coût de l'intermédiation et du prêt était relativement bas pour pas que ça pèse trop sur les finances publiques. Mais porter le discours qu'il ne suffit que la BCE émette de l'argent, c'est juste remettre en cause toute la politique monétaire. Alors attention, j'ai dit que c'était une possibilité et que la BCE a ce pouvoir-là. C'est-à-dire typiquement quand la proposition était faite d'annuler la dette des États que détenait la Banque Centrale Européenne. Donc typiquement, ça ne toucherait et n'impacterait personne. Parce que techniquement, il suffit de le faire. Par contre, je suis d'accord que d'un point de vue croyance, alors du coup je suis dans une banque, je sais qu'eux-mêmes ont tout à fait leurs croyances. Il y en a certains, ils ne savent même pas comment ils créent l'argent. Mais c'est vrai. Mais concrètement, ça n'embêterait personne, ce dispositif-là. Par contre, je n'ai pas dit que c'était obligatoire. La seule chose obligatoire, c'est de financer la transition, d'une manière ou d'une autre. C'est la seule chose d'important. Ce qui est certain, c'est que nous, je parle au nom de gens qui sont un petit peu profanes de la finance et de la création monétaire, ça paraît un petit peu incongru de se dire que on refuse en fait de rembourser finalement la dette qu'on a envers Mère Nature, parce que c'est la dette écologique, elle existe. Les émissions de CO2, c'est une forme de dette écologique. La dégradation de la biodiversité aussi, les écosystèmes perdus de façon irréversible aussi. On refuse de rembourser entre guillemets cette dette-là sous prétexte qu'on veut pas augmenter notre dette monétaire auprès d'organismes financiers un petit peu abstraits. Pour des gens qui connaissent pas le secteur, ça paraît un petit peu fou de se dire il aurait suffi qu'on mette de l'argent et en fait on en imprime tous les jours et on l'a pas fait. Et donc c'est vrai que c'est difficile à comprendre pour les gens, et quand on leur demande d'ailleurs de faire des travaux dans leur maison et de mettre 20 000 euros, de faire un crédit, de s'endetter, d'avoir une vie plus compliquée, mais on comprend qu'en fait ce soit difficile, et c'est peut-être ça aussi qui se cachait un petit peu derrière le mouvement des Gilets jaunes, de dire on nous demande de mettre de l'argent dans notre pompe en plus, et derrière on a des dépenses
constante pour plein de choses qu'on ne comprend pas toujours au niveau des États, de l'Europe, etc. Est-ce que c'est pas ça aussi le nœud du problème, c'est cette espèce de contrat social qu'il faut repenser pour expliquer aux gens d'où vient l'argent, pourquoi on le met là, que ce soit un peu plus clair, pour qu'on ne nous dise pas on dépense un pognon de dingue pour la transition écologique, par exemple. On aimerait peut-être que peut-être que les citoyens ont un peu mieux envie de comprendre pourquoi cet argent n'a pas été mis sur la table plus tôt. Alors on va peut-être pas refaire le passé, pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, ça c'est une erreur, ça c'est évident. Pourquoi c'est pas fait aujourd'hui? Et c'est là où je suis en désaccord avec vous, c'est fait aujourd'hui. Quand vous regardez, alors... Pourquoi nos émissions ne baissent pas? Parce qu'il faut faire encore plus, il faut accélérer. Mais, pas suffisant. Mais financièrement, il y a aujourd'hui énormément d'argent sur la table pour financer la transition énergétique. Quand vous reprenez le plan de relance européen, on semble l'avoir oublié, mais les 750 milliards qui ont été approuvés en sortie de Covid en juillet 2020. Ce plan, il avait une vocation, c'est de financer des plans nationaux de transformation de nos économies. Je prends juste l'exemple de la France, 100 milliards d'euros. Sur 100 milliards d'euros, vous avez 3 piliers. Le premier, c'est la transition énergétique, pour à peu près un tiers des 100 milliards. Le deuxième, c'est l'innovation. Car il ne faut pas oublier qu'il faut innover et faire de la recherche et développement pour nos entreprises pour qu'elles soient compétitives demain. Le troisième, c'est l'accompagnement social de ces transformations. Aujourd'hui, on est face à 2 transformations très importantes, le numérique et l'écologie. Sur les deux, il faut investir. Le plan national français, qui en plus a été doublé en France par le plan 2030, qui vient encore plus renforcer à hauteur de 37 milliards d'euros ce plan européen, c'est un pognon de dingue, pour reprendre vos mots. Mais c'est pas les miens. Hein, non, je sais, j'ai bien compris. Mais on est sur des montants très importants. Et la Banque européenne d'investissement que j'évoquais tout à l'heure, elle s'est engagée à faire 1000 milliards d'euros d'investissement. En France, on peut le souligner, l'année dernière, en 2021, la France a été le premier bénéficiaire des financements de la Banque européenne d'investissement, à hauteur de 14 milliards d'euros. Donc, il y a une dynamique réelle en France de transformation. Et d'ailleurs, j'évoquais les 50% en faveur du climat. En France, on est déjà à 68%. On est déjà à 68%. Donc, il y a réellement une dynamique. Il y a des acteurs qui sont en train d'investir. Ça se fait. On est sur du temps long. C'est de l'infrastructure. L'infrastructure, parfois, notamment dans le secteur énergétique, c'est sur des temps de 20 à 30 ou 40 ans. Sauf que là, on n'a pas le temps. Il faut accélérer. Mais on ne va pas changer le mix énergétique français en un an. Simplement, c'est les décisions, et on parlait tout à l'heure de choix de politique publique, ce sont les décisions qu'on prend aujourd'hui qui vont définir notre mix énergétique de dans 10 ans. CF, la durée de vie des centrales, etc. etc. Donc, aujourd'hui, on est dans des choix politiques et dans la mise à disposition de financements publics qui encore ne sont pas suffisants. Donc il faut forcément catalyser le secteur privé. Mais d'un point de vue du côté public, l'action qui est entreprise aujourd'hui par le gouvernement, en tout cas en France, il est volontariste. Il est ambitieux et il est volontariste. Et donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de ressources financières, il y en a aujourd'hui. Simplement les projets ils vont mettre du temps à se mettre en place. On parle depuis 5 ans de l'hydrogène, c'est extraordinaire, pour favoriser le caractère intermittent des énergies renouvelables. Mais aujourd'hui on n'a pas encore réellement de projet réel, duplicable à l'effet d'échelle en France sur l'hydrogène. Le premier qu'on ait vu, c'était en Guyane il y a quelques mois. Et encore, il n'est pas mis en place. Il faut accélérer, mais ça ne se fera pas dans l'année, c'est évident. On est sur une confrontation entre un impératif aujourd'hui de temps court qui est accéléré par le contexte géopolitique qu'on connaît et des choix de politique publique en termes d'investissement d'infrastructures dont les résultats ne se feront sentir que dans 5, 10, voire plus longtemps. Donc forcément, on a cette impression pour le citoyen qu'on ne fait rien, mais côté investissement, il y a de la ressource disponible et on est forcément sur des choix structurants qui vont mettre du temps et qu'il faut engager. C'est-à-dire que si même vous dites que la ressource est insuffisante, que ça n'allait pas assez vite, qu'on n'avait pas mis assez vite. Si même vous dites ça et que le citoyen en même temps il se dit oui, alors on a investi certes, mais on a aussi subventionné les énergies fossiles, mais on a aussi subventionné les compagnies aériennes en sortie de Covid pour relancer une des industries qui est la plus polluante de la planète. Et la PAC, on n'y est pas tout à fait en termes d'éco-régime. On n'a pas mis peut-être suffisamment de contraintes ou d'investissements pour faire vraiment la transition agricole. Quand le citoyen voit ça, il ne peut pas s'empêcher de se dire qu'on n'a pas mis assez de volonté politique et que si c'est volontariste, ça n'est peut-être pas assez. Claire, peut-être pour réagir là-dessus? Moi, je voudrais réagir parce que je me sens citoyenne et que je ne pense pas qu'on puisse faire le procès aux politiques de ne pas prendre des décisions courageuses politiquement, et celle dont j'ai parlé en il y a des gens qui le font, ce procès. Mais il y a beaucoup de gens qui le font, mais je veux dire que les politiques, ils nous écoutent, nous.
Donc ils font des sondages pour savoir si nous, en tant qu'électeurs, nous allons les réélire, à quelle vitesse ils vont être sortis s'ils prennent des décisions difficiles. Donc c'est pour ça que ce récit collectif auquel on contribue tous est extrêmement important. C'est que pour que des décisions difficiles soient acceptables par les électeurs, pour qu'on n'ait pas les gilets jaunes, il faut une pédagogie, il faut que ça soit très expliqué, il faut que les questions soient répondues, il faut qu'on comprenne pourquoi c'était ça la meilleure solution. Et aujourd'hui, toutes ces décisions diffuses d'alimentation, est-ce qu'il faut que les cantines soient végétariennes un jour par semaine, obligatoirement, facultativement, toutes ces décisions de comportement, en France en particulier, on ne fera la transition écologique qu'avec la population. Donc il faut qu'elle ait compris, non seulement qu'il fait chaud, mais qu'il y a des solutions. Et que le gouvernement est là, parce que le gouvernement va mettre en place des aides, ou met en place des aides suffisantes, tout en pour accompagner une obligation de ceci, cela, pour accompagner une interdiction de véhicules thermiques, et que donc, pour peut-être aider les gens à se rapprocher de leur travail. On n'est pas non plus voué à habiter toujours plus loin de son travail avec 2 voitures thermiques. Donc peut-être qu'on peut essayer au contraire d'habiter plus près avec un véhicule ou 0 en louant quand on en a besoin. Donc c'est d'aider les gens, montrant qu'il y a des solutions, que ces solutions sont finançables, et elles le sont, comme il y a de l'argent, il y a des efforts publics. Et puis aussi de mettre en place peut-être des mécanismes. Alors là, je vais toucher un deuxième sujet très difficile, qui est la taxe carbone. Il y a des effets rebonds. Les gens, si on fait des économies d'énergie, on consomme plus, ou on a une maison plus grande parce qu'on a fait des économies, et donc on reconsomme encore plus. Donc l'effet rebond, il y a beaucoup d'économistes dans la salle, il faut s'en prémunir, et il n'y a malheureusement pas beaucoup de façons de le faire, autre que quelque chose qui s'appelle contribution climat-énergie, qui consiste à dire, quand c'est carboné, ça doit coûter plus cher. Donc à un moment donné, il y a aussi une pédagogie qui doit être faite là-dessus, qui n'a pas été faite, et c'est pour ça qu'il y a eu les gilets jaunes. On a mis la première contribution climat-énergie à un moment où le prix du pétrole était très bas, donc personne ne l'a vu, on n'a rien eu besoin d'expliquer du tout. Et puis évidemment, quand le prix du pétrole a monté, on s'est dit, mais il y a toutes ces taxes-là qu'on n'avait pas vues, allez non. Et hop, gilet jaune. Donc cette pédagogie de l'effort, je veux dire que la transition écologique, elle demande un effort de tout le monde, des entreprises. Elles doivent investir, elles doivent transformer les emplois, elles doivent éviter des fermetures, des licenciements. Le monde pétrolier, en ce moment, il transforme les emplois. Le monde des voitures thermiques transforme les emplois. Il y a une usine Renault à Flins qui s'est 100% consacrée, qui se consacre maintenant 100% à l'économie circulaire, 0 licenciement. Les raffineries de Total, 0 licenciement, parce qu'il y a des nouveaux métiers de la transition. Donc les entreprises, les banques doivent financer, bien évidemment, et elles peuvent le faire. Les pouvoirs publics, ils doivent prendre des décisions difficiles, mais qui sont fondées. Je veux dire, c'est comme l'école obligatoire et gratuite. C'est une décision qui a un intérêt collectif tel qu'elle vaut la peine d'être expliquée, de répondre aux questions et de faire de la pédagogie sur une obligation de rénovation ou d'autres obligations, si après il y en a d'autres, mais celle-là en est particulièrement bloquante aujourd'hui, et d'expliquer aux gens que oui, on va faire l'effort, on va aider ceux qui ne peuvent pas le faire tout seuls, mais il faut quand même que les gens fassent cet effort en tant que consommateurs. Donc, on ne fera qu'avec vous, on ne fera qu'ensemble. Et je pense que Convergence est un lieu particulièrement bien fait pour créer cette compréhension collective du récit de la transition. Christian, sur cette question du récit ou des efforts partagés ou non d'ailleurs je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Comme elle dit, il faut un super récit. D'ailleurs, ceux qui écoutent Cyril Dion, il le répète régulièrement. Et il en fait de très jolies histoires. Il ne faut pas oublier qu'il faudrait être vraiment plus cohérent. Et ça, d'un point de vue sociétal. C'est pas évident, parce qu'on n'a pas tous les mêmes situations. Mais donc, on l'a vu là récemment. Pour aider le pouvoir d'achat, le gouvernement avait le choix entre donner de l'argent à ceux qui en ont le plus besoin ou alors baisser de 30 centimes le prix des carburants. Et ce qui a été décidé, c'est 30 centimes sur les carburants. Ce qui est incohérent avec l'objectif. Et ça, c'est la problématique dont je parlais tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de gens qui tiennent à ça. Encore une fois, la problématique, c'est que la plupart des personnes ici sont conscientes. Vous avez même commencé à en discuter avec vos amis et tout. Mais qui est-ce qu'il faut convaincre? C'est les personnes qui votent, les personnes qui ont le pouvoir. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés à des assemblées générales pour X ou Y raison, même écologistes. Je crois qu'en moyenne, le nombre de personnes de moins de 60 ans là-bas se compte sur les doigts d'une main. Et c'est eux qui décident. Et pourtant, ils font des résolutions sur le climat. Du coup, avec eux, clairement, aucune chance, l'accord de Paris. 0. C'est à nous d'aller les voir, c'est à nous d'aller les aider, de les accompagner, puisque malgré tout, c'est comme ça que la société avance. Donc c'est important. Pourquoi de la cohérence aussi? Parce que ça va permettre que
que quand on nous demande des efforts, on ne nous dise pas « Ah oui, mais c'est bullshit parce que telle personne fait ci ou fait ça ». C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir un projet européen et d'avoir l'Europe qui coordonne. Typiquement, je disais que tout à l'heure, on est dans un système libéral qui n'aime pas s'endetter, etc. Du coup, c'est pour ça que l'Europe prend de plus en plus d'initiatives pour essayer un petit peu de contrebalancer ce problème, on va dire ça comme ça. Ça, c'est une chose. On peut aussi dire que toutes les dépenses écologiques ne soient plus comptabilisées dans l'obligation de 3%. Vous savez, ça, on en entend parler depuis très longtemps. Ça doit faire 5 ou 10 ans. La fameuse règle d'or européenne. Exactement, la fameuse règle d'or européenne. Qu'on dit, bon, bah, du coup, quand il y a une crise, on a le droit de ne pas la respecter. On l'a vu au moment des subprimes, on l'a vu là au moment du Covid. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour le climat aussi? C'est quelque chose qui est discuté. C'est quelque chose qui, il y a un moment, ça va aboutir, c'est obligé. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Il y en a beaucoup qui traînent des pieds encore. Hein. Ça va se faire, mais le plus vite sera le mieux. L'autre chose, pour être dans la cohérence, c'est la taxe carbone aux frontières. Pourquoi? Parce que l'Europe est quand même le continent le plus avancé. C'est vrai. C'est terrible de dire ça parce qu'on est les plus avancés, on n'en fait pas assez. Mais par contre, c'est vrai qu'on est les plus avancés. Or, si on laisse tous les autres pays nous vendre leurs produits qui ont des normes environnementales beaucoup moins bonnes, en fait, on se tire une balle dans le pied. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises qui diront « Non, mais ça ne sert à rien que moi je produise bien si je ne peux pas vendre mes produits. » Et c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre en compte les considérations de toutes les personnes. Voilà. Et donc ça revient vraiment avec le fait d'avoir un récit sociétal, c'est d'arriver à comprendre les problématiques des gens. Ça va aussi avec la prise de décision. La prise de décision en copropriété est excellente, hein, puisque c'est la même chose pour notre société. D'une certaine manière, notre société est une copropriété. Il y en a certains qui ont plus de pouvoir, d'autres plus de pouvoir de nuisance, etc. C'est tout le monde qu'il faut arriver à convaincre, mais surtout ceux qui sont dans ces blocages-là. Donc la problématique, c'est concrètement, autant il faut le dire et le répéter dans nos écoles, collèges, lycées, facs, etc. C'est là où on nous écoute le plus. Sérieusement, quand je parle avec mes collègues, il y a 2-3 ans, j'étais à la fac, il n'y a pas de problème. Hein. Même ceux qui ne sont pas convaincus, ils acceptent de dire qu'il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir faire des choses, même si eux-mêmes n'ont pas envie même si eux-mêmes traînent un peu des pieds. Par contre, allez voir les 50, 60, 70 ans, surtout ceux qui ont travaillé avec une seule mentalité. Je vais reprendre un exemple de Jean-Marc Jancovici là-dessus, si vous voulez, je finirai, hein, je suis désolé. Mais c'est l'exemple des ingénieurs qui ont fait 30, 40 ans de carrière, qui arrivent à la fin de leur carrière, voire même qui sont à la retraite actuellement, et qui disent « Non mais attendez, moi je fais partie des personnes de l'élite de la France. S'il y avait un vrai problème climatique, je l'aurais vu pendant ma carrière. Donc forcément, ça ne peut pas exister. » C'est QF2, hein. Je dis ça, mon père est polytechnicien, il est un peu comme ça. Donc non, il a raison. Et donc il faut aller les voir, les convaincre, parce que malgré tout, moi ça fait 6-7 ans que je tape sur les nerfs de ma famille. Il accepte de dire qu'il y a un problème. Par contre, il dit « Ah oui, mais je m'en fiche, tant que c'est pas obligé, je le fais pas. » Et là, on revient sur les problématiques d'obligation. Grégoire, sur cette question du récit collectif, comment est-ce qu'on fait pour avoir un récit collectif cohérent sur ces sujets, sur ces questions de financement, pour que tout le monde que l'acceptabilité sociale de cette transition progresse? Ouais, vous avez prononcé le mot que je souhaitais, c'est le mot acceptabilité. Je vais vous donner un exemple qui est propre à la France d'ailleurs. La spécificité française sur la notion d'acceptabilité, c'est typiquement les éoliennes. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe, puisqu'on le voit dans d'autres pays qui sont beaucoup plus ouverts à ce type d'énergie renouvelable, notamment dans le nord de l'Europe. Mais en France, aujourd'hui, c'est impossible, maintenant, de construire un parc éolien inshore, c'est-à-dire en terre. Il n'y a plus d'acceptabilité, c'est plus possible. On veut tous la transition énergétique, on veut tous des énergies renouvelables, mais alors surtout pas d'éoliennes à côté de chez soi. Donc, on a innové un petit peu avec des éoliennes offshore, c'est-à-dire proches des côtes. Là, si vous mettez à dos les pêcheurs. On l'a vu à Saint-Brieuc récemment. Il se trouve qu'on a financé Courseulles, qui a été la dernière parc éolien à être en place. Demain, on va financer un parc éolien en face de chez moi, à côté de l'île de Groix ou à Belle-Île. Je ne sais pas si j'irai manifester contre le parc, je pense pas, mais pour être cohérent, mais ça sera compliqué. Alors, on a une nouvelle technologie. Maintenant, on développe le parc éolien offshore flottant. Et vous allez avoir un nouveau parc qui va dans le golfe du Lion, qui va voir le jour bientôt, à côté de Port-la-Nouvelle, où on va plus loin pour avoir moins de gênes même visuels et moins de gênes physiques, avec une autre technologie, d'où l'importance de l'innovation toujours dans la recherche pour trouver des solutions. Et donc on rejette un peu plus loin dans les côtes, un peu plus loin qu'à proximité des côtes, un parc éolien pour pouvoir fabriquer de l'énergie renouvelable qui sera importante demain pour avoir de l'hydrogène vert. Enfin, on est toujours sur un cercle vicieux ou vertueux, mais il y a une notion d'acceptabilité aujourd'hui des populations. On veut la transition énergétique, on veut des énergies renouvelables, mais si possible pas à côté de chez soi.
En même temps, si on parle d'acceptabilité, on comprend qu'elle soit compliquée dans la mesure où il y a des incohérences dans le discours qu'on a sur la transition écologique, il y en a beaucoup. Par exemple, on entend aujourd'hui qu'il faut arrêter d'envoyer des emails rigolos à ses amis ou éteindre son wifi la nuit, mais en même temps, il n'est surtout pas question de limiter les vols en jet privé parce que ça ferait de nous des Khmer verts. Il y a tout un tas de choses comme ça qu'on se demande... si la cohérence du discours politique elle est vraiment là sur ce sujet-là, et c'est peut-être aussi ce qui pousse certains citoyens à avoir cette forme de défiance envers l'action publique, et d'ailleurs pas qu'envers l'action publique sur les sujets de transition écologique, aussi envers les politiques RSE des entreprises qui sont souvent qualifiées parfois à raison de greenwashing. Quand on voit par exemple ce que font certaines entreprises en matière de compensation carbone, miser sur on va continuer à faire croître la quantité d'avions qu'on fait voler tous les ans dans le ciel, mais attendons, on va planter des arbres. Forcément que pour les gens, quand on leur demande derrière d'acheter une voiture électrique, ça leur paraît un petit peu incohérent. Donc il y a peut-être des choses à faire pour aller plus loin, pour mettre un peu de cohérence dans l'action à la fois privée, à la fois publique sur ces sujets-là. Peut-être par exemple, pour reprendre les chiffres du départ, on parlait de 36 milliards pour la transition écologique en France à investir d'argent public. C'est beaucoup moins que ce que reversent chaque année les entreprises à leurs actionnaires, c'est beaucoup moins que l'évasion fiscale des plus riches. C'est de l'argent, on a l'impression qu'on ne veut pas l'investir aujourd'hui ou qu'on ne l'investit pas assez, alors qu'en fait il pourrait être trouvé. Voilà, comment on va plus loin pour créer cette cohérence, pour avoir un vrai plan d'action structuré, programmé, qui mette en branle les acteurs privés, les acteurs publics sur ces sujets-là, qui fasse partager l'effort à tous de manière équitable. Est-ce qu'il y a des... Alors aussi bien au niveau technique, financier qu'au niveau culturel, au niveau des représentations, est-ce que vous avez des pistes là-dessus ? Il n'y a pas de miracle, c'est-à-dire que oui, c'est un effort collectif qui est nécessaire, et dans les entreprises, alors bon, sur la compensation, c'est une des façons de mettre un prix du carbone sur des vols. Le carburant international n'a pas de taxe, donc aucun État ne peut le taxer, ils se sont engagés à jamais taxer. Donc au moins, ça met un petit prix du carbone dessus. Et les vols qui sont compensés sont un peu plus chers. Et d'ailleurs, qui compense ces vols ? Qui vole sans compenser ? Non, qui vole en compensant. Voilà, qui vole en compensant, ouais, bravo. Voilà, donc on voit bien que le marché volontaire de la compensation, il reste petit, hein, mais il faut bien à un moment donné financer. Il faut voir qu'une économie décarbonée, c'est une économie différente d'aujourd'hui. Le carburant avion, dans une économie décarbonée, soit c'est du biocarburant, soit c'est du carburant avec de la compensation suffisante, équivalente, mais c'est cher. C'est-à-dire qu'on change des échelles de prix. C'est aussi à ça que ça sert un récit collectif. C'est à faire comprendre que oui, il y a des choses qui vont devenir plus chères et d'autres relativement moins. Mais en tout cas, ce n'est pas tout à fait les mêmes. La viande va être relativement plus chère que d'autres alimentations, que les fruits et légumes ou d'autres choses. Donc, c'est comprendre des changements de perspective, des changements d'équilibre économique. Et ça se mesure. Il faut bien que chacun les pese. Après, il y a... moi, je crois à l'alliance... Vous avez vu mes cheveux blancs. Je crois à l'alliance des grands-parents et des petits-enfants. Les grands-parents qui sont aux manettes, ils font des pieds et des mains pour avoir des déductions fiscales pour faire des donations à leurs petits-enfants. Enfin, j'espère que vous faites partie de petits-enfants qui peuvent espérer avoir quelque chose un petit peu. Mais ils font, je veux dire, il y a tous les ans des cavaliers budgétaires sur comment on fait des donations, etc. Donc, pourquoi ça se limite à l'argent ? Pourquoi on ne leur dit pas, écoutez, la donation que vous avez à faire à vos petits-enfants, c'est de rénover la maison ou de leur laisser de voter une obligation qui fait que oui, vous avez vécu avec une énergie pas chère. Là, il y a un effort à faire pour les générations futures et ils peuvent comprendre, mais il faut le leur expliquer longtemps. Plus longtemps parce qu'ils comprennent moins vite. Mais je veux dire qu'il n'y a pas de raison que ce transfert intergénérationnel, les propriétaires, c'est quand même les gens plus vieux que les locataires. Et il y a des jeunes propriétaires aussi, mais il y a quand même une espèce, dans une obligation de rénovation, il y a un transfert intergénérationnel qui va de la population la plus âgée vers les populations les plus jeunes. Donc il y a une justice sociale dans ce sens-là aussi, et qui est cohérente avec l'idée de décarbonation qui est au profit des générations qui viennent. Donc quand on a expliqué cette cohérence, ça s'explique. On peut comprendre que oui, c'est en fait acceptable parce que c'est conforme au bon sens. Ce n'est pas un miracle, il y a un effort, mais on comprend pourquoi et on comprend comment et on peut le faire. Christian, Grégoire, sur ce sujet d'accélérer sur ces besoins en financement, de trouver un récit cohérent qui permette de mobiliser à la fois les fonds et les énergies, les efforts. Peut-être un dernier mot, après on va passer aux questions dans la salle. Alors,
peut-être pour finir, comme ça tu finiras plus sur le financement, je vais passer plus sur le côté organisationnel. Il faut vraiment organiser toute la société, c'est-à-dire ce qu'on entend, alors hélas on l'entend déjà depuis 10 ans, on se demande pourquoi ils se sont toujours pas bougés. Hein. Mais c'est vrai que si demain on a envie de rénover tout le parc français, on n'a pas suffisamment de main-d'œuvre qualifiée. Et donc il va falloir qualifier cette main-d'œuvre. Et en fait c'est aussi la même problématique dans l'agriculture. C'est-à-dire il va falloir aider tous les agriculteurs à passer en bio-agrologie. Exactement. Et du coup, ça, c'est des choses qu'il va falloir s'organiser. Il faut payer les formations, il faut changer les modes de transmission. C'est-à-dire actuellement, toutes les écoles agronomes, etc., il faut leur redonner un programme qui va plus loin encore. Et il va falloir les accompagner, parce que c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent, vers un des métiers qui gagne le moins. Et donc là, c'est typiquement parmi les secteurs qu'il faut le plus accompagner. Quand tout à l'heure on disait qu'il fallait faire attention aux populations les plus défavorisées, nous, dans notre plan, plus de la moitié des ménages pour la rénovation thermique ne payent rien du tout. Tous les autres sont aidés, mais la moitié des ménages ne payent strictement rien. Parce qu'il y a des difficultés. Donc ça s'anticipe, ça se prépare avec les forces, avec les financements aussi, puisque du coup, il faut quand même prévoir de financer ça sur 28 ans, disons au moins sur 25, et pas juste sur un an. C'est un peu la problématique des politiques actuelles. Actuellement, on est élu et on va essayer de faire plaisir aux gens pendant 1 ou 2 ans, suivant justement le sens des sondages, etc., le sens du vent. Ça pose des problèmes. C'est-à-dire le climat, l'environnement, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler sur le long cours. Donc c'est vraiment de l'organisation, de la préparation et essayer de motiver tout le monde, comme il dit, avec un récit sociétal pour arriver à le faire sur de la très longue durée et en s'organisant tous, y compris au niveau des études, au niveau des formations et des reformations. Il y a aussi de l'argent que nous on a pas mal prévu pour toutes les personnes qui vont devoir transiter par le chômage puis la reformation parce que il y aura moins besoin d'eux. Typiquement, les voitures électriques, ça demande beaucoup moins d'entretien que les voitures thermiques. Et le Shift a prévu, je crois 150 000 personnes de moins dans ce secteur-là. Ces personnes-là, il va falloir les accompagner exactement vers un autre domaine. Et enfin, pour finir, un petit point financier, comme ça il pourra prendre la balle au bon. En France, on a aussi une banque publique d'investissement qui actuellement a des moyens relativement limités. Pour vous donner un ordre de grandeur, elle est à peu près 10 fois plus petite que la banque d'investissement allemande. Et donc là, on peut augmenter ses capacités. Non seulement en lui donnant plus d'argent, mais aussi en lui donnant plus de possibilités et de marge de manœuvre, puisque pour l'instant, elle est quand même très contrainte. Voilà. Donc, sans entrer dans les détails techniques, il y a aussi ce levier-là qu'on peut utiliser en France. Grégoire, sur ce sujet, alors sur la BPI, j'ai l'impression que... J'ai pas forcément la même analyse, mais c'est pas grave, c'est un point supplémentaire de divergence pour aujourd'hui. Mais non, je voudrais juste rajouter un point pour revenir sur le caractère coercitif et d'imposer des choses. Il y a quand même une évolution en Europe dont on peut être fier, même si le mot est un peu barbare et n'évoque pas grand-chose, même si à force on le rabâche, c'est le mot taxonomie ou taxinomie en bon français. Quelque part, on part de quel principe ? On se dit, on a toujours valorisé les entreprises sur la base de leurs valeurs financières. Pour ceux qui sont dans le monde de l'investissement, donc l'acquisition ou de M&A, on valorise les boîtes sur leur ratio financier. Ça a toujours été le sujet depuis des années. De plus en plus, on introduit des normes extra-financières. C'est-à-dire qu'on commence à évaluer la valeur intrinsèque d'une entreprise, non seulement sur la base de ses ratios financiers, c'est un point, mais aussi sur l'ensemble de ses valeurs dites extra-financières qui intègrent la soutenabilité environnementale et sociale de l'entreprise. Donc à la fois l'objet même, la mission de l'entreprise, mais aussi comment l'entreprise partage les profits au sein de son équipe de gouvernance, comment elle prend la décision, comment elle analyse et elle compense éventuellement son impact qu'elle peut avoir sur son environnement. Et ça, on sait le mesurer correctement, l'impact extra-financier aujourd'hui ? Il y a des normes qui sont en train d'être place et on peut être fier que l'Europe soit plutôt moteur au niveau mondial sur la mise en place de normes. Parce qu'il faut que chacun parle aussi la même chose. C'est bien l'objet de la taxonomie, c'est-à-dire que ce qu'on considère comme vert en France doit être la même chose en Pologne ou en Roumanie. Mais j'ai l'impression qu'on n'y est pas encore quand même, parce que Orpea, par exemple, avait des bonnes notes ESG. On progresse. Il n'y a pas de miracle. Il faut commencer bas pour progresser. Alors j'imagine. Je ne rentre pas sur le sujet d'Orpea, mais il y a d'autres EHPAD qui font du bon boulot. J'en suis sûr. La chute est d'autant plus difficile si on s'est prétendu bon et quand on découvre que ce n'est pas le cas. Oui, c'est bien pour ça que je pose la question de la mesure, parce qu'il y a beaucoup de critiques sur ces mesures ESG, de savoir si elles mesurent vraiment des performances environnementales ou sociales. On progresse, il y aura des certifications progressivement, il y aura des tiers de confiance qui viendront valider effectivement les certifications.
pareil, on ne va pas changer notre société. On parle de changement de société en un an, mais ça évolue progressivement. Et l'Europe est plutôt en amont de phase sur cette dynamique. Et c'est très intéressant dans cette transformation. Et si dans 5 ou 10 ans, on arrive à observer que les entreprises les plus résilientes, c'est celles qui avaient les valeurs en termes d'ESG, en termes d'impact les plus hautes. Quelque part, on aura CQFD, on aura démontré que la valeur d'une entreprise ne se jauge pas uniquement sur la valeur intrinsèque et financière, mais sur l'ensemble de ce qu'on appelle les externalités de ces entreprises, et en particulier son intégration d'un point de vue sociétal, d'un point de vue social, environnemental et économique, et son impact sur la société. Je crois que Milton Friedman ne serait pas d'accord, mais bon, on va passer aux questions avec la salle. On va voir s'il y a un Milton Friedman dans la salle. Je vois une question là-bas, c'est la première que j'ai vue, je suis désolé. J'essaie de vous voir, mais comme j'ai un peu les spots dans la figure, c'est pas évident, donc... Hop. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, Bertrand Séné, donc économiste, écologiste. Ma première question, en fait, c'est sur la rénovation, enfin le financement de la rénovation thermique des bâtiments. Vous avez parlé de crédit. Et une question me vient, c'est on se dit oui, il y a rénovation thermique des bâtiments, très bien, ça va réduire effectivement la consommation d'énergie en volume. Mais quid d'une éventuelle flambée des prix de l'électricité ou de l'énergie? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Sachant qu'on a fait un calcul à la base, on a prêté de l'argent aux gens qui ont fait la rénovation en fonction d'un prix qu'on avait prévu des énergies. Si ça ne se passe pas bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont du coup en incapacité de rembourser? Est-ce que c'est prévu, etc. Et justement, par rapport à ça, en fait, je me dis que l'idée d'un crédit pour financer ça n'est pas nécessairement une bonne idée. En région parisienne, les transports en commun sont financés à 80% par des taxes sur les entreprises. Heureusement, parce que si les usagers devaient payer l'entièreté du coût des transports en commun, ils ne le prendraient plus pour la plupart. C'est beaucoup trop cher comme coût. Donc il y a une vraie réflexion à avoir, à mon avis, sur, mais au fond, si on veut vraiment rénover tous les bâtiments, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à financer ça de manière collective, soit par des impôts, soit en créant la monnaie qu'il faut pour le faire? Et au fond, est-ce que, effectivement, c'est la grande réflexion, est-ce qu'on doit s'interdire de créer de la monnaie parce que jusque-là, on ne l'a pas fait, notre théorie dit qu'il ne faut pas le faire, et donc dans 100 ans, nos arrière-petits-enfants vont dire mais ils étaient fous, pourquoi ils ne l'ont pas fait alors que c'était techniquement possible? Et du coup, la planète sera dévastée parce qu'on se sera dit mais non, en fait, il faut faire du crédit, c'est mieux le crédit. Sur la première partie de la question, si les prix de l'électricité flambent et que vous avez réduit votre consommation de 80%, c'est quand même moins problématique. Donc effectivement, c'est l'un des intérêts de la rénovation globale, qui produit des vraies économies globales et performantes, c'est précisément d'abriter les gens des variations des prix, largement. Après, oui, bien sûr, il reste une variabilité, mais elle est quand même beaucoup moins pénible qu'actuellement. Voilà. Après, je pense qu'on va sur le reste, j'ai la sensation que ça s'adresse un petit peu à Grégoire. Non, ce qui est important, c'est effectivement que le monde bancaire participe au financement. Et quant à la collectivisation complète, la France est un pays de propriétaires, ce qui veut dire qu'il y a à peu près 50% des gens qui sont propriétaires. Il y a un très très fort attachement à ça. Après tout, les transports en commun sont un exemple de, ok, vous n'avez pas votre voiture, mais vous avez les transports en commun. Il y a le parc HLM est un parc public qui fonctionne bien et qui est d'ailleurs en pointe sur la rénovation, précisément parce que les offices d'HLM savent à quel point c'est sensible, donc ils sont plutôt la partie bien avancée de la rénovation collective. Mais je pense que comment cette transition écologique est tellement difficile déjà qu'il faut peut-être essayer de la faire en minimisant les autres changements qu'il faut faire dans la culture. S'il faut changer la France, s'il faut dire ok, on va d'abord changer l'habitude de propriété privée des Français, le goût des Français pour la propriété privée, et après on fera la transition, on la fera jamais. Donc il faut essayer de trouver des solutions qui supposent, on va pas demander que tous les gens deviennent généreux et bons. Enfin, on peut pas changer des choses tellement profondes. Il faut essayer de faire la transition avec des mesures expliquées, comprises, mais les plus limitées possibles pour leur objet.
On a un problème de rénovation, traitons le problème de la rénovation sans essayer de bousculer la culture française de l'habitat qui est quand même ancrée dans des siècles et des siècles, quoi. Oui. Pour rappel, ce que je te disais, c'est que ce qu'on a fait comme travail à l'Institut Rousseau, on propose quasiment que les 3/4 de la rénovation thermique soient pris par l'État, dont pour la moitié de la population à 100%. Et du coup, ça, alors on le finance avec de la création monétaire ou pas, Grégoire? Je veux dire, Je vous provoque un c'est petit aussi un énorme cadeau parce qu'ils ont les économies quand même. Ah oui, Donc il faut pas suggérer de l'effet rebond. Si vous donnez beaucoup si du coup vous dites finalement allez on offre l'énergie à tout le monde parce qu'on vous a tout rénové. Tout à fait. D'abord il y a une file d'attente. Ensuite il y a de l'annualité budgétaire en France. On peut pas faire ça. Oui. Donc voilà. Je ne vais pas revenir sur le budget français, mais non, je ne suis pas économiste, mais la création monétaire, il y a quand même un impact qu'il faut peut-être rappeler. Ça s'appelle l'inflation. Donc c'est très bien de faire de la création monétaire, c'est peut-être une bonne chose, mais derrière, il va falloir assumer l'inflation qu'il y aura derrière. Par ailleurs, faire payer par les impôts, par un nouvel impôt, la transition énergétique, il faut voir aussi qui paye. Les impôts, il y a quand même des taxpayers, donc au final, ça reste le contribuable. La dette, finalement, c'est presque la plus soutenable, en particulier si on arrive à minimiser le taux d'intérêt dans un contexte inflationniste où les taux directeurs vont augmenter. Là, il peut y avoir une part en subvention pour subventionner le taux d'intérêt. Mais si on veut, et je pense moi je viens de cet environnement-là qu'on appelle la microfinance, et je pense que Convergence s'en est fait l'écho pendant plus d'une dizaine d'années, voire 2 décennies. Si on veut garantir la soutenabilité de l'investissement et qu'il soit fait dans des bonnes dimensions et ne pas avoir d'effet de bord ou en tout cas d'effet de déviation de l'objectif qui est défini, il me semble que le crédit subventionner éventuellement pour les personnes les plus modestes, donc avoir un élément de répartition ou de péréquation entre les différents ménages, me semble être le plus pertinent dans ce type de démarche. Alors pour la question suivante, pour essayer d'éviter ce biais qu'on a souvent dans les conférences et qui se font que les hommes prennent souvent plus la parole, je vais essayer de trouver une femme. Donc il y en a une là. Ouais, économiquement, c'est pas... Bonjour. Ça a été démontré récemment. Déjà, merci à tous les 3 d'être là et pour ce panel très intéressant. Je suis Capucine Richemont, je suis étudiante à HEC en spécialisation développement durable. J'ai une question pour vous, Christian. Vous nous avez parlé de ces budgets et de ces investissements qui étaient nécessaires pour atteindre la neutralité carbone. Et ma question, c'est donc dans ces 36 milliards qui sont de fonds publics, est-ce que vous prenez en compte les émissions importées de notre empreinte carbone, qui compte quand même 50% de notre empreinte, et quels seraient les investissements nécessaires pour réduire ces émissions importées? Merci pour la question. En effet, j'ai un petit peu évoqué la taxe carbone aux frontières, parce qu'en fait, on est maître que de ce qu'on produit, que de ce qu'on peut contrôler. Concrètement, en France, on peut contrôler ce qu'il y a sur notre territoire. On ne peut pas contrôler directement ce qu'il y a au niveau, ce qui est produit en Chine, en Afrique, en Amérique et autres. C'est pour ça que j'évoquais la taxe carbone aux frontières. Alors si on va un petit peu plus loin dans l'étude, j'ai aussi inséré une autre page qui est sur l'aide aux pays au développement. Parce que la grosse problématique de la transition écologique d'un point de vue mondial, elle se pose un petit peu comme on se la pose en France. C'est-à-dire les personnes qui ont le moins les moyens, il faut aussi qu'ils fassent la transition, mais ils vont la faire du coup moins vite. Je ne vais pas dire qu'ils auront les miettes, mais forcément, ils vont être à la traîne. Et si on ne les aide pas, ils ne la feront pas du tout, ou alors, de toute façon, ça sert à quoi? Le réchauffement climatique est un problème global. C'est pour ça que votre question, elle est excellente. Il ne faut pas seulement avoir notre point de vue français, et encore moins le point de vue européen. Il faut tirer le monde. Clairement, c'est un peu notre responsabilité en tant que, je ne vais pas dire français, vraiment en tant qu'Européens. C'est aussi pour ça qu'il faut mettre une taxe carbone aux frontières. Ok, très bien, ils ont besoin de se développer, peut-être nous importer des produits qui seront moins chers pour que chez eux, ils créent du travail, ils créent des richesses et autres. Le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus que ce soit des produits carbonés. Et concrètement, on ne peut pas faire beaucoup plus de choses que mettre quelque chose qui rend un peu plus juste le commerce international, et donc favoriser les choses qui soient décarbonées, y compris à l'étranger, et les aider à se développer. Et encore une fois, c'est très important cette aide au développement qu'on oublie, puisque normalement les pays s'étaient engagés, alors les pays développés, s'étaient engagés à mettre 100 milliards par an. Actuellement, je crois que c'est même pas à 30 milliards. Ouais, c'est le fameux fonds vert des accords de Paris qui n'a jamais été financé. Je voulais vous poser cette question tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps de la caser. Du coup, on l'évoque, et c'est essentiel, parce que s'ils le font pas, c'est comme pour les ménages les plus modestes ici, ou les entreprises qui ont le plus de difficultés en France et en Europe, ils ne pourront pas faire leur transition. Or, comme c'est un problème global, ça fait qu'on ne règle pas la solution. Donc voilà, d'une certaine manière, directement, on peut gérer que nos émissions, mais à côté, il faut forcément gérer les autres pays.
Il me semble, Grégoire, que vous me parliez tout à l'heure de l'action justement de la Banque européenne d'investissement sur ce volet-là de solidarité internationale, d'aide au développement. Peut-être qu'il y a des choses à compléter là-dessus. Et effectivement, dans une part de notre mission et notre activité, c'est de financer, d'investir au nom de l'Union européenne en dehors des frontières. Donc on consacre 10% de notre activité en dehors de l'activité au sein de l'Union européenne, ce qui correspond à peu près 8 à 9 milliards d'euros d'investissement par an, avec un objectif pas unique, mais en tout cas, clairement, c'est la transition énergétique qui est notre priorité numéro 1, et en particulier en Afrique, qui est le continent qui souffre, qui est le moins émetteur et qui pourtant souffre le plus des conséquences de la transition énergétique. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est une priorité. 9 milliards au niveau de l'Union européenne, c'est faible, mais c'est pas neutre. Et on espère faire plus dans les années qui viennent, en lien avec les acteurs bilatéraux, l'Agence française de développement en France qui fait un très grand travail, ou la KfW qui a été citée tout à l'heure, ce qui fait qu'il y a la confusion sur le rapport de 10, puisque la KfW fait aussi une activité interne et à l'extérieur de l'Union européenne. Merci. J'avais une question par là, ouais. Et après ici, je crois. Bonjour à toutes et à tous, merci. Alors moi j'interviens, j'ai plusieurs casquettes, je suis là pour mon entreprise Stras Global en tant que membre du CSE, mais je suis aussi élu communautaire et municipal. Alors la première question, c'est quels financements sont prévus rapidement pour les entreprises du numérique dont je fais partie, ou plutôt quels arguments budgétaires concrets je peux donner à mon PDG pour lui donner envie de faire des investissements coûteux pour réduire nos émissions de CO2. La deuxième, c'est pas loin d'être un appel à l'aide. Comment on va financer les communes, comment les communes et les intercos vont financer tout ce qu'ils ont besoin de faire pour réduire aussi leur empreinte écologique et aider les ménages, sachant qu'on réduit de plus en plus leurs moyens financiers et qu'ils ont de moins en moins de leviers pour le faire. Après, il y a aussi un peu mauvaise foi de certains élus qui disent on n'a pas les budgets pour faire ci et ça. Mais comment moi je peux leur dire s'il y a des budgets, allez les chercher à tel endroit. Ensuite, c'est pas vraiment des questions, mais c'est plus pour relancer le débat ou juste donner un point de vue un peu différent. Sur les voitures propres, je pense qu'on ne peut pas changer l'intégralité du parc thermique automobile thermique par de l'électrique. C'est juste pas possible, ça va faire peser beaucoup trop de contraintes sur notre environnement et c'est fini. La voiture individuelle, je suis désolé, messieurs, dames les plus jeunes, mais vous n'aurez pas tous une voiture, je pense. J'ai du mal à entendre dire quand même que le gouvernement sur l'environnement a un projet volontariste et ambitieux quand on a tronqué et raboté la plupart des mesures de la Convention citoyenne, alors que c'est quand même quelque chose qui a été lancé par le gouvernement. Ça, j'ai du mal à l'admettre. Sur l'hydrogène, je ne suis pas un expert, mais de ce que je peux lire, ce n'est pas non plus une technologie qui est à terme et qui va pouvoir nous sauver, je pense. Je pense qu'il faut plus s'axer vers des mesures de sobriété énergétique. Encore une fois, je suis désolé pour les jeunes. Moi, j'en ai profité aussi. Je suis allé voyager en avion, mais je pense que ça ne va pas être possible, ou du moins pas autant pour vous. Vraiment désolé. Et une dernière chose que j'ai du mal à entendre, c'est que les politiques prennent des décisions courageuses sur l'environnement parce qu'ils écoutent pour se faire élire et réélire quand on a dit que les personnes qui votent le plus, c'est les personnes âgées. Et vous l'avez dit vous-même, ils en ont peut-être un peu moins à faire que nous de l'environnement. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de débats. Donc, je ne sais pas pour laquelle vous voulez commencer, peut-être sur la question de comment je convainc mon patron dans une entreprise numérique, peut-être. Je pense que ses clients, ils ont des clients. La bonne réponse, c'est que les clients vont le leur demander et l'avoir dans les critères d'achat. Il y a aujourd'hui, on a EPE, un groupe de travail numérique et environnement, dans lequel tous ces grands membres sont en train d'expliquer qu'ils sont en train de changer tous leurs services informatiques pour réduire l'impact carbone et qu'ils le comptent dans leurs émissions et que ça fait partie de leurs engagements de neutralité carbone. Et donc, les cahiers des charges vont changer et les prestataires devront dire comment on va vous aider à réduire vos émissions. Et de ce fait, les émissions du prestataire incluses. Donc, je pense que le business là-dessus, le mouvement est tout à fait lancé et ça devrait se faire par la logique d'achat. La deuxième, ça peut être une opportunité business pour eux, qui est, moi j'aide telle entreprise à faire du covoiturage ou à monter un système astucieux de covoiturage. Il y a un marché ou d'économie circulaire ou une place de marché virtuelle ou un truc comme ça, il y a du business. Et les entreprises sont très preneuses aujourd'hui de modèles d'économie circulaire qui remplacent le déplacement de choses lointaines par du virtuel. Le jour où vous arrivez à réduire les taux de retour du commerce Internet
Ils sont de 50% à peu près. Vous achetez des paires de chaussures, il y en a une sur deux qui y revient. Le jour où vous dites, ben voilà, moi je vais vous faire un modèle qui va permettre aux gens, ça fait baisser le taux de retour de 50 à 20%, ça économise des émissions, et là c'est un argument marketing fort. Je vais prendre juste... Alors, je cherche une femme avant de donner la parole, parce que j'avais dit que je faisais une fois sur deux. Il avait posé plein de questions. Sur les collectivités. Moi, ça, je peux y répondre un petit peu si tu veux. Puisque... Non, pas de souci. Sur ce point-là, je peux y répondre. Alors, par hasard, je suis aussi conseiller municipal en charge du développement durable, parce que je suis dans une ville de droite. Ils avaient besoin de rajeunir l'équipe et quelqu'un qui s'y connaissait en environnement. Donc, ils font partie des personnes qui s'y connaissent pas. Bref. Du coup... ouais, sauf que du coup, de fait, ils disent à chaque fois qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, ils ont quelqu'un qui peut leur en parler quand ils m'appellent et quand ils veulent bien que j'intervienne. Donc, déjà, c'est limité parce que... eux-mêmes bloquent, mais on est d'accord que c'est une équipe qui a une moyenne d'âge de presque 55 ou 60 ans, alors même qu'ils ont commencé à la rajeunir. Bref. Une des possibilités, ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'État, qui n'a pas le droit pour l'instant de dépasser les 3% en théorie. Et actuellement, en fait, il faut savoir que les communautés et la plupart des administrations publiques n'ont pas le droit de s'endetter. Donc elles doivent avoir un budget à l'équilibre. Typiquement, même que tout à l'heure, on devrait pouvoir faire exception sur tous les investissements qui sont directement liés à la transition. Donc là, on parle de rénovation énergétique, de tout ce qui va être passé, leur flotte en véhicules propres, etc. Sachant que pour les véhicules propres, il y a des débats là-dessus. Est-ce qu'il y aura les moyens, est-ce qu'il n'y aura pas les moyens? Nous, concrètement, on se base sur les scénarios RTE pour l'énergie. On se base un peu sur la sobriété dont parle Negawatt ou le PTEF, donc avec à peu près moins 15% de véhicules individuels, des choses comme ça. Donc c'est pas de la sobriété monstrueuse. Par contre, c'est clairement pas le niveau de vie actuel. La même chose pour les transports en commun et tout. Et du coup, voilà, pour compléter avec toi, une autre idée, alors ça, je sais pas, je vais pas m'attarder puisque c'est peut-être un peu technique, mais c'est que l'État mette sur la table 2 milliards chaque année pour toutes les collectivités et leur dise, voilà, je vais pas vous demander de m'envoyer des devis, des trucs et des machins avec des paperasses qui durent des années, puisque clairement, le plan de relance de début 2021, non, je sais pas, quelque chose comme ça. Il y a 18 mois, donc on a commencé à me demander, bah, tiens, fais des plans de subvention, etc. On a fait des plans de subvention, il n'y a strictement rien qui a démarré. C'était il y a plus d'un an. Donc que l'État mette 2 milliards sur la table pour les collectivités, qu'ils les répartissent et qu'ils leur disent, voilà, vous faites, et la seule chose que je veux, c'est des bilans. Et tous les ans, vous me dites ce que vous avez fait, si ça ne convient pas, je vous le reprends. Tu vois, typiquement quelque chose comme ça. Par contre, l'avantage, c'est que l'État, du coup, il met quand même 2 milliards. Donc sur les 36 milliards, ça fait 5%. Ce serait déjà un bon début, ça donnerait aussi de la marge de manœuvre pour les collectivités. Voilà, une proposition. Donc, d'abord, merci. Nathalie Bernard, j'interviens en conseil dans les achats responsables. Une question qui n'a rien à voir avec mon expertise. Je me pose la question du rôle de la réduction des différences de mode de vie et de perception des enjeux économiques selon les territoires pour accélérer la transition écologique. Est-ce qu'il y a des instruments possibles pour créer ce récit collectif en réduisant les modes de vie et les perceptions sur les modes de vie des uns et des autres? On parle de mobilité... il y a des régions où voilà, la mobilité, c'est forcément avec une voiture individuelle, voire deux. Il faut avoir deux. Le logement, voilà, l'accès au foncier va être crucial dans les, par exemple, les régions agricoles, là où pour un Parisien, le foncier, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc voilà, c'est une question un peu d'ouverture sur, selon vous, quels instruments à créer au niveau gouvernance et politique pour réduire ça, si jamais c'est un enjeu selon vous. Oui, c'est tout à fait un enjeu. Il y a quelques récits collectifs qui commencent, quelques descriptions. Je pense que le PTEF ou les travaux de l'Institut Rousseau, nous, pour ce qui est je parlais tout à l'heure de l'étude Zen 2050 qui est disponible en ligne, elle commence par 9 portraits de ménages, de familles, sur comment on vit après la transition. Donc oui, on réduit une certaine empreinte, notamment on réduit la consommation de fossiles, mais on augmente d'autres choses. Enfin, c'est pas, on change de mode de vie, ça ne veut pas dire qu'on réduit. D'ailleurs, c'était ça le but de l'étude. La question que les entreprises se posaient, c'est quoi? C'est le retour à la hutte et à la bougie ou voilà. Et donc, ces portraits de ménage, de comment les gens vivent, sont assez explicites. Alors bon, c'est une publication qui n'est pas... mais qui est quand même grand public, qui a cette volonté. Il y a un deuxième rôle important des entreprises, qui est la publicité. La publicité véhicule, crée les désirs, véhicule des modes de vie. Et donc, vous trouverez aussi sur le site EPE quelque chose qui s'appelle Transition écologique représentation des modes de vie et transition écologique, qui est un guide des stéréotypes
pour dire, ben voilà, quand vous faites de la pub, vous pouvez en fait changer le décor ou montrer telle et telle situation, et de façon à familiariser les gens avec, finalement, on vit bien en transition écologique après, on vit quand même très bien, on est heureux, il y a des situations agréables. Enfin voilà, l'écologie, c'est un changement de mode de vie pour certains, c'est pas une punition généralisée. Et l'étalement urbain ou le modèle pavillon, qui est un des points qui ont fait débat quand on l'a fait, le modèle pavillonnaire, c'est pas un modèle qui a rendu les gens forcément heureux. Il y a des gens que ça a rendu heureux, il y a des gens que ça rend très précaires et très malheureux. Et les gilets jaunes, c'est des gens qui étaient comme ça prisonniers de leur pavillon et de leurs 2 voitures diesel. Donc il faut, voilà, on peut changer les représentations et s'imaginer que vivre en appartement, pas trop loin des transports et des centres-villes et des commerces, c'est plutôt plus agréable que ce pavillon dont on a fait un rêve français. C'était pas un rêve initial, hein, c'était un rêve qui a été construit. Donc la publicité, voilà, ce récit, on peut l'imaginer de le développer comme ça. Enfin, en tout cas, je vous renvoie à ce guide. Sur ce sujet du rôle de la publicité, je vous invite à regarder un outil. Je ne sais pas si vous connaissez la fresque du climat, beaucoup doivent connaître ici. Il y a un outil qui existe qui s'appelle la fresque de la publicité, qui vise à ça, à sensibiliser les acteurs de la pub à comment créer un univers de la pub qui soit plus en phase avec les exigences de sobriété de la société de demain. C'est assez intéressant. Donc j'avais une question ici, sauf si un autre intervenant veut rebondir sur cette question d'abord. Non ? Alors je passe le micro. C'est une super transition parce que je suis animateur de différentes fresques, hein. Fresque du climat, fresque des nouveaux récits aussi, fresque de la biodiversité, fresque de la renaissance écologique. Enfin bref, il y a une famille de fresques qui est très impressionnante. La fresque du climat, c'est 450 000 personnes formées en 3 ans, c'est traduit dans 15 langues et ça permet de faire quelque chose qui est extraordinaire, c'est de faire des liens entre les sujets. Parce que dans notre culture, on ne fait pas tellement de liens. D'ailleurs, le sujet, enfin le libellé de votre intervention, c'est financer la transition écologique, d'après ce que je viens de lire. Et j'entends beaucoup parler d'énergie. Je trouve ça très bien. L'énergie, ça fait partie de la transition. Mais la biodiversité, par exemple, c'est un sujet tout aussi important que l'énergie et que même le climat. Puisque dans les grandes fresques, il y en a 4 qui sont principales, génériques. C'est le climat, la biodiversité, la renaissance écologique, les océans. Puis après, vous avez les fresques d'ordre un peu plus modeste, mais tout aussi intéressantes, et notamment la fresque de la publicité, je ne la connaissais pas, mais la fresque des nouveaux récits, très importante. La fresque de la biodiversité va avoir lieu demain ici, je crois. Il y a la fresque de la low-tech actuellement, en même temps que nous. Enfin bref, les fresques, c'est une expérience d'intelligence collective qui permet de faire des liens. Et je vous invite dans votre table ronde, puisque vous parlez de transition écologique, de ne pas oublier la biodiversité, parce que sans biodiversité, on parlera de plus rien du tout. J'avais voulu répondre, c'était la deuxième partie de ma réponse que j'aurais dû faire à votre question, qui était l'étalement urbain. Il y a un problème de biodiversité énorme, et l'usage des sols est un très très gros sujet. Et donc, je suis contente que pour une fois, je ne sois pas la première à parler biodiv. Merci. Mais après, c'est pour ça que nous, on insiste sur l'urgence d'arriver à mobiliser cet argent et qu'on dit qu'on ne le fait pas assez vite, etc. C'est aussi surtout parce que, de fait, il y a aussi beaucoup d'autres problèmes. C'est-à-dire, nous, on a calculé seulement ce qui était nécessaire, si vous regardez bien ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour arriver à la neutralité carbone. Première problématique. A priori, c'est la principale parce que le problème de celle-là, c'est qu'elle va mettre des dizaines, voire probablement des siècles à se résorber. Donc c'est pour ça que, entre guillemets, c'est la plus urgente. Par contre, c'est tout à fait vrai qu'après, il va y avoir la biodiversité. Il va y avoir toujours nettoyer les océans. Après, oui, c'est vrai. Il faut arriver à tout le faire en même temps. Et la même chose pour l'adaptation. Il y en a beaucoup qui s'en sont rendus compte cet été qu'il y avait un réchauffement climatique. Il y en a qui l'ont découvert. Hein. Mais ça fait qu'ils se sont aussi rendus compte, du coup, il va falloir peut-être vraiment améliorer l'isolation parce qu'en fait, on n'a pas envie d'avoir trop chaud non plus l'été. Ou alors plein d'autres choses comme ça. C'est l'adaptation. Il va falloir aussi prévoir que toutes les villes qui sont trop proches de l'eau, il va falloir les déménager. Ou alors construire des digues gigantesques, mais il n'y aura certainement pas de quoi construire des digues tout autour du monde. Et donc il y a plein d'autres problématiques, donc ce que vous dites est très vrai. Par contre, du coup, il faut cibler les problèmes. Nous, pour arriver à faire l'étude, quand même pendant plus de 8 mois, j'avais une trentaine de bénévoles, c'était un problème ciblé. C'est comme ça qu'on a pu le faire. De fait, tout le reste est aussi extrêmement important et il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que c'est d'autant plus important qu'il faut... Normalement, ça devrait déjà être fait depuis longtemps et on devrait passer au problème suivant.
Grégoire, peut-être sur l'aspect biodiversité des investissements de la BEI, c'est un peu plus dur à mesurer que le carbone, l'impact biodiversité? Non, mais on a décidé de consacrer une partie de nos financements. Je vais encore dire qu'il y a beaucoup de financements et que c'est bien dommage qu'on ne les utilise pas, mais 15% de notre activité est consacrée, enfin sur le climat, va être consacrée spécifiquement au sujet de biodiversité, protection des terres en particulier, pas simplement en Europe, aussi à l'extérieur de l'Union européenne. Sur les digues, on en a parlé, on en a construit une super digue, enfin on a financé une super digue au large de Venise, hein, qui sinon on serait sous les eaux dans pas si longtemps que ça. Peut-être qu'il faudra recommencer pour d'autres villes malheureusement. Donc on est conscient, l'océan, on a lancé avec d'autres partenaires, la KfW qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi la BERD, la Banque européenne de reconstruction et de développement, une initiative qui vise à financer 4 milliards d'euros de projets qui visent à sortir le plastique, ou en tout cas trouver des solutions pour sortir le plastique des océans. Voilà, donc l'Europe agit, l'Europe essaye de mettre des financements sur la table pour répondre à ces différentes priorités, elles sont nombreuses. On a aujourd'hui l'énergie qui nous engage à accélérer et aller plus vite, mais c'est le climat, c'est l'énergie, c'est la biodiversité. Pour nous, c'est un ensemble qu'on appelle l'environnement et qui forge notre priorité numéro 1 aujourd'hui dans l'ensemble des décisions d'investissement que l'on peut faire auprès des entreprises et des collectivités, ce qui me permet de rebondir à la question sur deux éléments. Un point supplémentaire par rapport à l'entreprise, il y a un point qu'on peut ajouter, c'est l'attractivité de votre entreprise par rapport aux salariés. Si vous ne vous incitez pas, si vous ne transformez pas votre entreprise, probablement que vous aurez moins d'intérêt pour les futurs employés de demain. Et sur les collectivités territoriales, vous annonciez 2 milliards. La Première ministre a annoncé 1,5 milliard il y a peu. Même si on n'a pas encore tout à fait compris les modalités d'exécution de ce fonds vert, et j'attends le congrès des régions de France la semaine prochaine pour mieux en connaître les modalités d'action. Mais en tout cas, il y a des solutions. Et en France, on peut se féliciter. On a évoqué la BPI, la Banque publique d'investissement tout à l'heure, qui appartient au groupe Caisse des dépôts. Et au sein du groupe Caisse des dépôts, vous avez la Banque des territoires. La Banque des territoires, nous, on la soutient, on la finance avec des montants encore, je ne vais pas le dire, mais c'est plusieurs milliards, mais je vais inonder de milliards. Mais bref, il y a un soutien européen pour la Banque des territoires, pour que la Banque des territoires puisse prêter aux plus petites collectivités. Nous, on traite en direct auprès des régions françaises parce qu'elles ont un volume d'investissement qui est significatif et qui nous permet d'intervenir en direct. Mais pour les projets qui sont portés par les intercos et par les conseillers généraux, il y a la Banque des territoires qui fait un travail formidable et qui maille le territoire pour financer les projets de plus petite taille qui vont de la biomasse au transport, même si le transport c'est plutôt une prérogative régionale, mais enfin tous des types de projets plus petits qui s'inscrivent dans cette transition. Merci à tous. J'aurais bien aimé prendre des questions supplémentaires, mais là, on arrive au bout du temps. C'est vrai qu'il y a énormément de sujets qu'on aurait pu traiter. On aurait pu parler de la biodiversité, qui d'ailleurs parfois rentre en conflit avec les problématiques climatiques. On le voit avec la compensation. On plante des arbres en monoculture pour compenser des émissions. On ne sait pas trop quel sens ça a. On aurait pu parler de sobriété. On aurait pu parler de low-tech quand on parle de l'impact de l'hydrogène ou de la voiture électrique. On n'a pas le temps de traiter tout en 1h30 malheureusement, mais c'est des infos que vous pouvez retrouver notamment sur le site de YouMatter que j'anime au quotidien avec Florentin qui est dans la salle, avec Clotilde. Voilà. Vous pouvez aussi retrouver toutes les infos des intervenants qu'on a eu le plaisir d'écouter aujourd'hui et que je vous demanderai d'applaudir sur leurs sites respectifs, l'Institut Rousseau, la Banque européenne d'investissement, EPE. Merci à tous d'avoir été nombreux pour cette conférence. J'espère que ça vous a intéressé. Et voilà, je vous invite à continuer à suivre ces conférences sur Convergence, qu'on remercie encore de nous accueillir sur ce bel événement tous les ans. Et voilà. Je ne sais pas si vous êtes encore disponible pour discuter avec des gens à la sortie, mais moi je serai là si vous avez envie de parler. Donc merci à tous et bonne fin de journée.